Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode que je partage avec l'une d'entre vous. Je suis super contente de revenir parce que ça fait plus de 6 mois que j'ai pas enregistré d'épisode. Et du coup, voilà, aujourd'hui, nouvel épisode avec Margot. Bonjour Margot. Bonjour Marion. Aujourd'hui, vous avez souhaité nous parler d'une pathologie que vous vivez au quotidien. Oui, c'est ça, exactement. Nous, on s'était rencontrés pour des séances, mais rien à voir avec ce dont nous allons parler aujourd'hui. Du coup, je vous laisse vous présenter et nous dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, ce que vous voulez nous partager. Alors, je suis ici pour partager la maladie auto-immune qui s'appelle l'eczéma, ou plus communément aussi appelée dermatite atopique. C'est une maladie qui se manifeste sur la peau par des plaques rouges, qui grattent, qui est parfois suinte. Ça peut être sur n'importe quelle partie du corps, y compris sur les parties génitales, dans les conduits auditifs. C'est une maladie qui est par moments, on va dire, un petit peu invalidante, mais qui n'est absolument pas grave, dans le sens où c'est pas comme une maladie comme la sclérose en plaques, où voilà, où il y a une issue fatale. Là, c'est une maladie, on sait très bien qu'on n'en guérira jamais, donc on apprend à vivre avec. Voilà. C'est marrant que vous parliez de la sclérose en plaques, puisque le dernier épisode que j'ai enregistré, c'était la sclérose en plaques. C'est pas vrai. Ouais, avec Estelle. Oui. Et du coup, elle nous disait que... Mais oui, en plus je l'ai écouté ce podcast. Mais oui, et ben voilà, parce que je la suis sur les réseaux. Oui, bah oui. C'était nous. Et elle disait voilà, qu'il y avait quand même une issue qui pouvait être plus positive que ce qu'on a dans notre pensée. Par rapport à ça, en tout cas, il y a eu des évolutions. Donc c'est marrant. Heureusement. Ouais, je connais 2 personnes dans mon entourage qui sont atteintes de sclérose en plaques. Donc ça donne un peu d'espoir et c'était tout le but d'ailleurs, même de cet épisode aujourd'hui. Voilà, c'est d'aider, inspirer, donner de l'espoir à des personnes qui sont du coup potentiellement touchées par l'eczéma. Oui, tout à fait. Du coup, comment ça a commencé pour vous l'eczéma ? C'est quoi l'histoire avec l'eczéma ? Alors l'histoire, c'est que moi c'est dans ma famille depuis vraiment des années. Il y a ma maman qui en a depuis l'âge de ses 3 mois, puisqu'elle a fait une réaction à un vaccin. Du coup elle n'est vaccinée contre rien aujourd'hui, parce qu'à chaque fois qu'ils ont réessayé de la vacciner, elle a fait des réactions et ça a démultiplié son eczéma. Avant ça, sa mère, son grand-père, oui c'est ça, c'est mon arrière-grand-père, avait aussi des problèmes en relation avec la peau. Donc on sait qu'il y a un terrain, de toute manière, dans la famille autour des problématiques de la peau. Et puis, donc moi j'ai toujours connu la maladie, et de la maladie vraiment très forte. Ma mère en avait de la tête aux pieds, elle cumulait aussi avec le psoriasis. Par chance, elle ne m'en a pas donné. Mais elle l'a donné à mon frère, voilà, donc on s'est répartis. Et moi j'en ai eu très rapidement, puisque quand la diversification alimentaire a commencé, quand j'étais bébé, j'ai commencé à avoir des plaques d'eczéma. Et ma mère à l'époque était allée voir je ne sais plus quel médecin, alors c'était pas un naturopathe, c'était un autre médecin, mais voilà, pas de médecine on va dire traditionnelle qu'on connaît, un médecin généraliste, qui lui avait dit en effet elle est trop jeune, pour l'instant son métabolisme n'est pas en capacité d'accepter la diversification alimentaire, donc vous essayez de pas trop introduire des légumes, des fruits, etc. Donc ce qui fait aussi que, alors je sais pas ce que ça a fait dans mon esprit, mais pendant très longtemps je n'ai pas mangé de légumes et de fruits. Je n'aime toujours pas les fruits d'ailleurs. Voilà, je ne les mange qu'en compote. Comme les enfants, mais voilà, pendant très longtemps j'ai pas mangé de légumes parce que j'aimais pas ça, jusqu'au jour où mon palais a changé. Et donc pendant jusqu'à mes 6 ans à peu près, j'ai pas eu d'eczéma, puisque voilà, mes parents faisaient très attention, y compris aux produits laitiers, voilà, le lactose, tout ça. Il y avait vraiment, on va dire, une attention particulière qui était apportée à mon alimentation. Et à partir de 6-7 ans, j'ai commencé un petit peu à avoir des plaques aux endroits classiques, c'est-à-dire les pliures du coude, les pliures des genoux, l'intérieur des cuisses, mais vraiment pas quelque chose de on va dire, d'invivable. Voilà. En plus, je sais, enfin, de mon côté, ça fonctionne comme ça. L'hiver, j'en ai beaucoup plus que l'été. À Marseille et dans sa périphérie, donc à Aix, l'hiver est quand même beaucoup plus sec, donc moi ça favorise le développement de l'eczéma, enfin voilà. Ça ne m'a jamais empêché de vivre comme ça a pu quelques années après, voilà, 20 ans après. Donc j'ai toujours vécu avec la maladie,
puis je m'en accommodais, l'été ça repartait, puisque la mer, le soleil, ça me fait énormément de bien. Et on dit d'ailleurs, les dermatos disaient, alors je sais plus si ça se dit encore aujourd'hui, mais ils disaient qu'il fallait qu'on aille se baigner dans la mer, c'est laquelle la plus salée, la mer Noire, je crois. Peut-être. Je crois que c'est la mer Noire. C'est pas à moi qu'il faut demander ça. Mais c'est possible, oui, je vois cette mer très salée, mais je peux pas donner le nom. Voilà, ben, je la vois aussi, mais je ne me souviens plus de son nom. Et on dit qu'aux eczémateux, comme on s'appelle, ou aux personnes atteintes de psoriasis, qu'il faut qu'on aille se baigner là-bas, puisque le sel répare. Alors oui, le sel répare, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on rentre dans l'eau, comme le sel attaque, entre guillemets, il y a un petit, voilà, on grince des dents quand même. C'est pas très très agréable. De la même manière, quand on sort de l'eau, c'est pas très agréable non plus. Mais bon, on s'y fait, ça picote, mais quelque part, on a l'impression aussi que ça répare un peu. Chose qui est très différente d'une personne à l'autre. Et puis ça peut ne pas réparer de la même manière. Moi, il me faut quand même plusieurs, on va dire, séances à la mer. Alors que ma mère, par exemple, elle y va une fois dans la semaine. Ça, tout de suite, ça commence à se réparer. Ça... En plus, en tant qu'atopique, on a la peau qui se répare, qui se régénère très rapidement, comparé à des personnes qui ne sont pas atteintes de cette pathologie-là. Donc c'est un bouleversement un petit peu cette maladie, quand on ne la connaît pas, puisque voilà, il faut vraiment la comprendre. Donc voilà, donc j'ai eu de l'eczéma jusqu'à... de manière vraiment régulière, surtout l'hiver, voilà, comme je disais, jusqu'à mes 18 ans à peu près. Et à mes 18 ans, je suis partie de chez mes parents pour vivre avec mon compagnon à l'époque. J'avais une situation, voilà, je travaillais. Donc mes parents m'ont dit « Ok, pas de problème, elle peut partir !» Donc c'est là où je suis partie vivre à Aix-en-Provence, parce que je suis née et j'ai grandi à Marseille. Et en fait, mon corps m'a parlé. Mon corps m'expliquait, me montrait que cette relation n'était pas faite pour moi. Sauf que je maîtrisais pas encore bien la maladie, et que pour moi c'était... je l'ai compris avec le recul, mais sur le coup j'avais pas compris que c'était ma peau qui me parlait, qui me disait mais cette relation n'est pas pour toi. Et alors parfois le corps parle, et parfois il vous parle mais 3-4 mois après. C'est pas fatalement immédiat. Oui, c'est peut-être aussi le mental qui bloque tellement que voilà. Du coup le corps n'a pas la possibilité de s'exprimer, ou alors il s'exprime différemment. Exactement. On ne le voit pas, ou on ne veut pas voir. Ou on ne veut pas voir, exactement. Donc j'étais dans cette relation qui a duré quand même quasiment 4 ans, dans une bonne maison qui était très humide, qui était pas lumineux, enfin voilà, j'étais vraiment pas bien, je me sentais étouffée, et donc fatalement ma peau a réagi, elle étouffait elle aussi, donc j'ai commencé à avoir énormément d'eczéma au niveau des mains. Chose que je n'avais jamais eu avant, j'en avais eu sur les jambes, enfin à tel point, donc moi j'aime pas les poils, mais à tel point qu'il y a une année j'avais eu tellement d'eczéma sur les jambes que c'était devenu compliqué de m'épiler. Voilà, donc j'allais à la pince à épiler pour éviter de m'abîmer la peau et voilà, avec la bande m'arracher les croûtes malheureusement qui s'étaient formées. Et donc du coup j'ai énormément d'eczéma sur les mains, et on a des petites pliures sur les doigts, ce qui est normal, hein. Et ben là, quasiment toutes mes pliures étaient coupées. J'étais entre les doigts, j'étais à vif, parce que vraiment je me grattais dans la nuit, mais vous pouvez même pas imaginer. C'est le problème de la gratouille, comme on dit, c'est que ça gratte. Le grattage appelle le grattage. On excite la zone, et il faut vraiment qu'on trouve des subterfuges pour voilà, mettre les mains entre les cuisses, sous les cuisses, les cacher dans le dos pour éviter de se gratter. Ou alors ce que je faisais aussi, c'est que je me mettais, alors j'en avais pas dans l'intérieur dans la paume de la main, j'en avais que sur l'extérieur, mais ce que je faisais aussi, c'est que je retournais mes mains et que je les frottais contre le drap. Donc voilà, on essaye de trouver plein de subterfuges, etc. Et là, je commence à me dire, bon, il y a un truc qui va pas, j'arrive plus à contrôler cet eczéma, donc je vais voir les dermatos. Ma mère me mettait très rarement de la cortisone, c'était vraiment un truc, en plus elle a toujours vécu avec, donc c'était vraiment dans un cas extrême où je commençais, quand j'avais un petit peu d'eczéma au niveau du visage, que je commençais à me faire des trous, quoi. Donc voilà, où là elle voulait pas que mon visage soit abîmé, parce que voilà, c'est quand même la première chose qu'on voit chez quelqu'un, et puis elle sait les dommages que ça fait, quoi. Donc ma dermato me propose me prescrit de la cortisone, donc j'en mets, elle m'explique bien comment en mettre, etc., avec toujours une crème hydratante. Donc c'était des produits que j'ai achetés en pharmacie, donc j'en ai mis pendant 4 ans.
L'eczéma se soigne pas vraiment, mais bon, je m'adaptais, j'ai essayé de me dire, allez, ça va aller. Je suis nature optimiste, donc je me disais toujours, allez, ça va aller, c'est pas grave, les beaux jours arrivent, allez, je vais me mettre au soleil, ça va aller, je vais aller un peu à la plage, ça va aller, voilà. Mais c'est jamais vraiment parti. Et je quitte cette personne donc en 2019, et là, mon eczéma s'estompe un petit peu. Je recommence à mieux dormir, parce que quand on a de l'eczéma, bien évidemment, on dort mal. Parce que, alors il y en a, ça peut arriver la journée, mais moi c'était surtout la nuit. Et c'est vrai que quand je regarde autour de moi, c'est vraiment surtout la nuit où la gratouille arrive, quoi. Alors est-ce que c'est parce que notre cerveau est plus au repos? Est-ce que... Je sais pas pourquoi. Je dirais peut-être que c'est parce que la nuit, c'est là où le corps se détoxe le plus. Ouais. Donc peut-être qu'il y a... Bah après, on sait qu'on a des poussées de cortisol dans la nuit, donc est-ce que, a priori, selon les dermatos que j'ai vus, ce serait lié à ça? Le fait de se réveiller la nuit parce qu'on a ça, parce que ça gratte, c'est lié aux poussées de cortisol qu'on a dans la nuit. Bon. Pour la poussée de cortisol dans la nuit, c'est qu'il y a un état de stress. Voilà. Mais comme je suis quelqu'un de très calme et de très détendu, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Donc je me fais suivre quelques temps quand même parce qu'en parallèle, je faisais énormément de crises d'angoisse. Je pouvais en faire jusqu'à 10 par jour, donc enfin jour et nuit. Donc j'avais commencé un suivi psychologique qui m'a fait énormément de bien. Et cette psy que je suivais m'avait dit écoutez, pour vos crises d'angoisse, maintenant qu'on a trouvé la source, je vous propose d'aller consulter une hypnothérapeute, un ou une hypnothérapeute, pour voilà, pour dire à votre cerveau que maintenant il faut qu'il s'arrête, que tout va bien, que vous n'êtes plus en danger, que vous pouvez respirer normalement, que voilà, ça va aller. Et c'est là où j'ai rencontré une hypnothérapeute formidable que je continue à voir de temps en temps, et qui m'a arrêté les crises d'angoisse, qui m'a aussi apporté un soutien, on va dire, psychologique, dans le sens où, voilà, j'avais l'impression d'être folle, un petit peu, c'est fou, parce que je me dis, non mais je suis pas normale de faire des crises d'angoisse comme ça, sans raison. En fait, s'il y avait des raisons. Mais vraiment... Beaucoup de personnes font des crises d'angoisse aussi, voilà, j'aime bien le préciser aussi. Oui. Bien sûr, avoir de l'aide, c'est important, mais oui. Voilà, rien ne cloche chez vous, quoi que vous ayez dans tous les cas. Oui. Il y a forcément une explication. C'est ça. Et il y a d'autres personnes comme vous, même si vous ne les connaissez pas. Oui. C'est après, quand on s'intéresse, voilà, on se dit, ah mais ça va, je suis pas toute seule, je suis pas jobarde, tout va bien. Donc elle m'a aussi un petit peu apaisée par son soutien psychologique, elle m'a aussi un petit peu apaisé l'eczéma, mais voilà, il partait pas vraiment, mais je m'en accommodais. Je continuais à vivre ma vie sans avoir adapté mon quotidien. Je vais vous expliquer après comment j'ai adapté mon quotidien. Et donc 2019 se passe, on arrive, donc à cette époque-là, je travaillais dans l'événementiel. Parce que ça aussi c'est important de le souligner, j'étais à moitié dans un entrepôt, à moitié dans un bureau. Surtout l'été. J'étais même plus 70-80% du temps dans l'entrepôt et 20% dans mon bureau, et l'hiver ça s'est inversé, parce que fatalement l'hiver dans l'événementiel on a un peu moins de travail. Mais donc du coup je me lavais très souvent les mains. Et en fait j'ai compris que c'était ça aussi. Il y a une part psychologique dans l'eczéma, mais il y a aussi une part qui ne vient pas du psychologique, qui ne vient pas du stress, qui, malgré tout ce que les médecins peuvent nous dire, ce n'est pas uniquement le stress. Voilà, ça je tiens à le préciser pour tous ceux qui sont atteints d'eczéma. Vous êtes peut-être de nature stressée et un peu anxieuse comme moi, mais ce n'est pas uniquement cette raison-là. Enfin voilà, moi j'ai découvert qu'il y avait plein de raisons à mon eczéma, et vraiment, enfin, le jour où j'ai découvert ça, j'ai fait « Ah oui, non mais en fait on me raconte des sottises depuis des années ». Donc je me suis énormément lavé les mains, j'ai travaillé 5 ans dans cette entreprise, je me suis régalée, mais j'ai abîmé mes mains en fait pendant 5 ans. J'ai abîmé, ma dermato m'a dit en fait, quand je suis allée la voir en 2023, puisque vraiment là j'étais... je pensais que j'avais atteint le maximum de mes crises d'eczéma sur les mains, et en fait pas du tout. Elle m'a dit mais vous avez complètement abîmé votre épiderme, donc il faut que vous changiez de travail. Donc, bon, entre-temps, en 2022, je reviens un peu en arrière, oh, pas du tout en 2022. Si, en 2022, tout à fait. Oui, 2022. Non, pas du tout, 2019, j'étais à 2019, voilà, je m'en mêle les pinceaux. Donc 2019 passe, on arrive à mars 2020, le confinement. Le confinement, moi, je l'ai très bien vécu.
Malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. Moi, j'ai très bien vécu parce qu'on a eu un temps merveilleux pendant le confinement. On a eu énormément de soleil, on a eu énormément de beau temps. Et moi, j'étais partie chez mes parents. En plus, 2 semaines avant, je m'étais pris un petit rad. Moi, j'étais partie 2 semaines en vacances avant le confinement, sans savoir qu'elle allait avant le confinement. Et donc, mon eczéma avait quasiment disparu, puisque j'étais à la campagne, donc loin de la pollution. Soleil quasiment, on avait franchement un temps de rêve. Première fois que je me baigne, je me suis baignée le 4 avril, quoi, pour la première fois. Ouais. Donc voilà, c'est dire vraiment le temps qu'on avait eu. Donc l'eau me faisait du bien, même si c'était de l'eau chlorée, ça me faisait quand même du bien parce qu'il y avait très peu de chlore. Et j'étais tous les jours au soleil, donc moi le soleil ça me répare physiquement et psychologiquement. Comme beaucoup pour le psycho. Je comprends. Et donc voilà, ça se passe très bien. Et au mois de juin, je rencontre quelqu'un. Ma situation change totalement. Je passe d'une femme toute seule, qui fait sa vie, qui a son travail, à quelque part un petit peu une famille nombreuse. Je rencontre quelqu'un qui a des enfants, des jumelles, mais qui a aussi 2 chiens. Donc allez, on prend tout le package. Donc voilà, mon eczéma revient... mais c'est pas non plus... on rentre dans l'hiver, enfin après on rentre septembre, octobre dans l'automne, puis l'hiver, donc il revient, mais ça revient pas comme avant. Donc je me dis, ah mais si ça se trouve, c'est que vraiment, la personne avec qui j'étais avant, c'était pas une personne pour moi, donc... Ah, c'est là qu'il y a le tilt du voilà. coup de... Là okay. Je commence à me dire, ouais, peut-être que mon corps commence à me parler en me disant, ça c'est pour toi, ça c'est pas pour toi. Ouais. Et je me dis... peut-être que lui, vu que mon eczéma sort pas beaucoup, peut-être que c'est le bon. Non. Il était pas encore sorti, visiblement. Non, il était pas encore sorti, il est sorti quelques mois après. Il est sorti quelques mois après parce que la situation était quand même assez compliquée. Bon, j'ai accepté, hein, les enfants, j'ai tout accepté, ça y a pas de souci. Mais disons que mon corps n'était pas prêt pour ce chamboulement, pour autant de sacrifices, entre guillemets. Même si je l'ai fait et avec tout l'amour du monde, voilà, j'ai aimé ces enfants comme si c'était les miens. Mais voilà, il y a toujours voilà, la maman qui en plus, c'était un petit peu compliqué avec la maman, donc on essayait de préserver les enfants tout en s'en prenant plein la figure. Enfin voilà, c'était assez compliqué sur un point de vue psychologique, surtout que j'étais pas accompagnée, ils me soutenaient pas fatalement. C'était assez compliqué de gérer tout ça, et puis j'osais pas trop en parler, je gardais énormément les choses pour moi. J'avais arrêté le suivi psychologique parce que je me sentais mieux, j'avais plus de crise d'angoisse depuis un moment, donc voilà. Et puis bon, un an et demi après on se sépare, et je me dis écoute là, j'ai juste gardé les chiens, voilà. Après tout le monde est parti, moi j'ai juste gardé les chiens, et en fait c'est là que je me suis rendu compte que je faisais aussi une allergie aux poils de chien. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, je gardais les chiens, il était hors de question qu'il arrive quoi que ce soit aux chiens. Donc, alors je n'ai jamais fait, j'ai eu des chats dans mon enfance, je n'ai jamais fait aucune allergie, hein, mais on sait pas, d'un coup d'un seul ça survient, bon bah ok. Est-ce que c'était, là c'est le côté émotionnel qui parle, est-ce que c'était parce que c'était les chiens aussi qui étaient liés à cette relation qui a fait que... Je sais pas. Peut-être. Je sais pas, parce que même avec les chiens de mes parents, je fais une allergie, donc... Je sais pas. Alors qu'il y a eu une évolution quand même, du coup. Il y a eu une évolution. Alors qu'avant, je croisais des chiens, je faisais pas d'allergie. Quand j'étais petite, mes parents me racontaient, tu allais vers des Doberman, des Rottweiler, tu les prenais comme ça, tu les caressais pendant des heures et des heures, tu n'as jamais fait d'allergie. Donc vraiment, un jour, ça s'est réveillé, bon bah, je m'adapte. Je suis une pro de l'adaptation. Et donc voilà, 2021, on se sépare. Fin 2021, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que c'était le jour de mon anniversaire. Donc je me dis, finalement, c'est un beau cadeau qu'il me fait, puisque cette relation ne me convenait pas. Donc plutôt de le prendre d'un point de vue assez négatif, très rapidement, je me suis dit, non mais c'est un beau cadeau, finalement, comme ça tu vas prendre soin de toi, on va essayer d'apaiser l'eczéma à nouveau, etc., etc. Donc je me dis, allez, et de toute manière, je voulais plus d'hommes dans ma vie, parce que voilà, je me suis dit, on fait une pause aussi par rapport à ça, pour se libérer psychologiquement aussi d'un poids, entre guillemets, parce que voilà, il fallait vraiment que je m'occupe de moi. Bon, 2022 passe, etc. L'été 2022 passe, arrive la fin de l'été, et là, je rencontre quelqu'un, mais vraiment, comme je viens de le dire, je ne voulais personne dans ma vie, bien évidemment. C'est toujours la personne avec laquelle je suis actuellement, et très rapidement, il constate de l'eczéma sur mes mains, il me voit me gratter, et puis il a ce réflexe que
personne n'a eu avant, pas mes 2 ex-compagnons avec qui j'avais vécu. Il me dit mais qu'est-ce que tu as, pourquoi tu te grattes. Donc je lui explique que c'est de l'eczéma, que c'est absolument pas contagieux. Ça, il faut le préciser, l'eczéma n'est absolument pas contagieux, voilà. S'il y a des gens qui ont peur de toucher, non, tout va bien. C'est pas une varicelle, voilà. Et il est quelque part assez investi dans la maladie, dans le sens où, voilà, il me supporte énormément psychologiquement, en me disant mais pourquoi t'es stressée, on parle énormément. Il me dit, bah, bien évidemment, le réflexe basique quand on voit quelqu'un se gratter, c'est arrête de te gratter. J'aimerais bien arrêter de me gratter. J'aimerais beaucoup. Je ne peux pas, à moins que tu me mettes des gants de boxe, mais je ne peux pas. C'est, voilà, au bout d'un moment, quand ça démange, quand ça fait une demi-heure qu'on est là, on fait, non, je vais résister, tout va bien se passer. Au bout d'un moment, on craque. Voilà. On a beau mettre des crèmes, etc., au bout d'un moment, on craque. Et donc il me dit, bah viens, on essaie de voir s'il y a des essais cliniques qui sont faits, qui peuvent peut-être te convenir. Moi, j'étais pas très emballée parce que je suis pas du tout branchée médecine chimique. Voilà, je suis très thérapie naturelle, voilà. Donc ça a occasionné quelques accrochages où je voulais pas, etc. Puis au bout d'un moment, mon eczéma a tellement flambé en 2023, début 2023, que bah voilà, là pareil, je me suis dit, ah, mais ça se trouve, c'est parce que lui non plus, mon corps me parle, que c'est pas un homme pour moi, etc. etc. Je me dis, tu sais quoi, au bout d'un moment, le mental, ok, c'est peut-être quelque chose, mais peut-être qu'il y a vraiment d'autres causes. Donc je me dis, bon, allez, banco pour l'essai thérapeutique, on regarde ce qu'il y a. Donc au moment où je regarde, il y a rien. Il y a rien, je commence un peu à désespérer, mon eczéma empire, l'été arrive, l'été 2023 arrive, et mon eczéma ne change pas vraiment. Et là, je me dis, ce n'est pas possible. Là, vraiment, c'est le moment où dans ma tête, je me dis, je suis passée à un cran supérieur. Je commence à vraiment avoir du mal à plier mes doigts, quasiment plus arriver à plier mes doigts parce que je suis coupée, parce que je suis à vif. Toujours sur les mains, du coup, toujours sur les mains. Ouais. Okay. J'en avais ailleurs, mais voilà, c'était vraiment plus l'hiver. Sur les mains, c'est tout le temps. C'est tout le temps. En plus, je suis assez psychorigide, je me lave très souvent les mains, voilà, je rentre du supermarché, je me lave les mains, j'ai utilisé la voiture, je sais pas, pour faire 3 courses, je me lave les mains, enfin voilà, en rentrant, je suis propre. Je n'ai pas découvert le lavage de mains en même temps que le Covid. donc voilà. Pour cuisiner, je me lave les mains, jusqu'à 9, je me lave les mains, je touche le beurre, je me lave les mains après, enfin voilà. Un peu toquée sur ça, mais voilà, et je vois vraiment que mon eczéma ne s'arrête pas, même si on va à la plage, même si... hormis ça, dans ma vie, je me sens bien, je sors, je vois mes amis, j'ai une vie où je suis épanouie, mais c'est vrai qu'il y a ce point noir qui est là, et je suis toujours dans l'événementiel, et je me dis, mais ça se trouve, ça vient de là. Donc à la rentrée, je me dis, bah, je vais prendre rendez-vous avec ma dermato, et puis on va voir ce que ça va donner. J'ai rendez-vous en octobre, et ouais, mi-octobre ou fin octobre, et parce que bon, c'est un petit peu long d'avoir rendez-vous avec les dermatos, par chance elle a eu un créneau un peu plus tôt qui s'est libéré, donc je l'ai pris, et donc septembre passe, et on arrive début octobre, je dors de moins en moins bien, j'ai des nuits qui sont énormément hachurées parce que je me gratte, parce que ça commence à me piquer, à me brûler en permanence, ça commence à être compliqué d'assurer la vie sociale, dans le sens où quand je sens que j'ai une poussée, je suis épuisée. Vraiment, et puis j'ai envie de parler à personne parce que j'ai mal, parce que je sens que ça chauffe en fait. Et je me dis, là, à mon avis, j'ai atteint le plus gros de ce que je peux vivre. Pour moi, il n'y avait pas d'étape supérieure. Vu ce que je voyais de ma mère, de ce que je ressentais, bon... ma mère, elle me disait, non, t'es pas encore au pire, heureusement, mais va vite voir la dermato. Et on arrive début octobre, et début octobre, je vais travailler un matin, et je reviens pas l'après-midi, parce qu'en fait, j'en peux plus. J'appelle une copine, je lui dis, écoute, est-ce qu'on peut manger ensemble, s'il te plaît, ça va pas du tout. Et je m'écroule en larmes au téléphone. Elle me dit, bon, viens, on va manger. Cet après-midi, tu préviens tes chefs, tu vas pas travailler, et demain, tu vas voir le médecin. Donc le lendemain matin, je suis allée voir le médecin, qui m'a arrêtée, parce que je suis arrivée dans le cabinet, il m'a dit qu'est-ce qui vous arrive, et j'ai même pas eu le temps de sortir un mot que je me suis mise à pleurer, parce que de douleur, de honte aussi quelque part de se dire que je suis pas assez forte, parce que comme j'ai toujours connu ma mère malade, je me disais il faut que j'arrive à supporter ce qu'elle a été en capacité de supporter. J'avais toujours cette comparaison
avoir. Quelque part un peu ce sentiment aussi de honte, de fait d'être malade, voilà. J'avais du mal à assumer ce côté mais non mais ça va aller, et alors qu'en fait là ça n'allait pas. J'étais très fatiguée, j'avais la tension qui était descendue à 8, donc c'est quand même pas très haut, mais j'étais pas encore au pire. Et c'est 1 an après que j'ai découvert ce qui était le pire, donc bon, le médecin m'arrête 3 mois. Je vois la dermato en octobre, mi-octobre ou fin octobre, elle me dit non mais là il faut que vous changiez de travail. Elle me dit parce que vous avez totalement abîmé vos mains, ce que je disais tout à l'heure, vous avez abîmé la première couche de vos mains. Le lavage de mains intensif, on voit ce que ça fait sur les coiffeurs, on voit ce que ça fait sur tout le personnel hospitalier, on voit qu'ils ont les mains qui sont énormément abîmées. Alors moi je mettais pas, pendant toute la période du Covid, je ne mettais pas de gel hydroalcoolique, parce que ça me piquait les mains, mais enfin je sais pas moi, c'est comme si vous mettiez du dissolvant sur une plaie. Ah bah c'est de l'alcool, hein. Voilà, donc voilà. Donc les gens me regardaient très bizarrement, non mais en fait non, je préfère ne pas me laver les... Enfin, pas utiliser le gel hydroalcoolique et aller me laver les mains, plutôt que d'utiliser ce truc qui en plus après me faisait faire une poussée, alors que soi-disant, enfin, c'est désinfectant, c'est machin, donc normalement ça devrait calmer. Pas du tout, pas du tout. Moi après ça partait tout de suite après. Ouais. Voilà. Plutôt tendance à dire que ça aggrave, oui, effectivement. Voilà. Mais la plupart des gens qui ne connaissent pas vous disent « Ah mais non, mais ça va, ça me désaffecte, ça devrait aller mieux. » Tu es drôle, mon petit. Donc je démissionne en décembre. Entre-temps, j'ai une opportunité de travail ailleurs, dans un bureau, avec beaucoup moins de déplacements, parce que je me déplaçais aussi de temps en temps chez les clients, dans l'événementiel. Voilà, pas être à la poussière, pas être... donc je me dis, bon ben, banco, on va voir ce que ça donne. Donc j'entame ce boulot-là en janvier 2024. Et entre-temps, ce qu'il faut savoir, c'est que ma grand-mère, dont j'étais très proche, ma grand-mère maternelle, est décédée en 2023, fin 2023, c'est-à-dire qu'elle a été hospitalisée mi-novembre, elle est décédée le 24 décembre. Donc mi-novembre en plus, enfin ça va paraître vraiment anecdotique pour n'importe qui, mais elle a été hospitalisée le jour de ma fête, et c'est la première fois en 25 ans, 24 ou 25 ans, je ne sais plus, que ma mère oubliait ma fête. Et donc je lui envoie un message vraiment sur le ton de la rigolade en lui disant « Bah dis donc maman, t'as oublié ma fête ». Elle me dit « Oui, je suis désolée, mais tu sais, il a fallu hospitaliser ta grand-mère et tout ». Je dis « Oui, je sais, pas de souci, parce qu'on s'était eu dans la journée au téléphone. » Mais c'était pour la vanne. Donc on apprend au bout d'un mois qu'elle a un cancer, et 2 semaines après, enfin, terminé, plié. Mais bon, au moins elle aura pas souffert. Donc psychologiquement, comme j'étais très proche d'elle, on s'appelait 3-4 fois par semaine, hein, et on restait, alors par moment on restait un quart d'heure au téléphone, mais très souvent on restait 1 heure au téléphone. Donc ça a été très compliqué à vivre psychologiquement. Ces obsèques se déroulent le 2 janvier, donc je finis l'année, déjà j'aime pas trop Noël, donc elle décède le 24 décembre, c'est compliqué, voilà, j'entame l'année, pareil, j'aime pas fêter le 1er de l'an, parce que pour moi c'est un jour comme un autre, donc voilà, donc j'entame l'année d'une manière un peu compliqué, alors que tout le monde est là, ouais, c'est la nouvelle année, nouvelles opportunités. Moi je dis non, en fait, non, moi je... oui, j'ai une nouvelle opportunité de travail, j'attaque 2 jours après, mais enfin, je viens de perdre la dernière personne, mon dernier grand-parent de sang, quoi. Donc c'est quelque part, on se dit, ouais, après viennent mes parents et tout. Donc moi derrière, j'ai tout un cheminement dans ma tête où... voilà. Et en parallèle de ça, j'avais commencé un suivi psychologique parce que voilà, avec l'eczéma, tout ce que j'expliquais avant, et le médecin m'avait quand même conseillé de me faire suivre psychologiquement. C'était la première fois du coup que pour vous faisiez une thérapie ou... C'était la 2e fois. C'était la 2e fois, mais celle-là est vraiment beaucoup plus longue, parce que je me fais encore suivre aujourd'hui et que j'en ai encore besoin. Voilà, je reconnais que le suivi psychologique quand on a une maladie est primordial. Même quand on n'a pas de maladie, ou quand on a des traumas ou quoi que ce soit, je trouve que c'est vraiment très important de se faire suivre, parce qu'en fait on comprend beaucoup de choses. Et on va vraiment à la source, alors que sur des choses qu'on pensait avoir enterrées, en fait on les déterre petit à petit, et on comprend le mécanisme, et d'un coup on se dit ah mais oui, mais en fait ça vient de là. Et merci pour ce partage, du coup j'en profite, oui. parce que c'est vrai que moi c'est quelque chose dont je parle beaucoup aussi, tout ce qui est psycho, etc. Ouais. Et donc merci de partager ça. Ouais, avec plaisir. Coup, parce que c'est vrai que c'est hyper important, et qu'aujourd'hui il y a toujours cette image un peu
biaisé de ce qui est vraiment la psychologie et la thérapie, et que finalement, ça vient aider. Oui. Certes, c'est peut-être pas agréable sur le moment, surtout Non. au début. Voilà, c'est ça. Mais voilà, ça apporte du bien par la suite. Ah oui, complètement. On n'est pas fou, on n'est pas, on n'est pas bon enfermé dans un hôpital psychiatrique comme j'ai pu entendre. Non, c'est juste qu'on a envie de se soigner. Se soigner, ça passe pas uniquement par des médicaments. Ça passe aussi par se soigner par l'esprit, par soigner son cerveau, soigner ses traumas. Voilà, vraiment, je suis totalement d'accord avec vous. C'est hyper important, le suivi psychologique. Et donc voilà, donc je commence cette année-là, 2024, pas sous les meilleurs auspices, mais bon, allez, on y va, ça va aller, on tient bon. Et finalement, je déchante assez rapidement au travail parce que ça se passe pas du tout comme je l'avais espéré, comme ce qui m'a été vendu. Alors par chance, je m'entendais très bien avec ma chef et avec mes collègues, mais c'était avec le plus haut où j'avais du mal, on va dire. Voilà, donc l'année se passe, les 5 premiers mois de l'année se passent. Non sans difficulté, j'ai mis du temps à faire mon deuil, hein, bien évidemment, il m'a fallu 6 bons mois pour faire mon deuil. Il y en a qui mettent plus, il y en a qui mettent moins, ça appartient à chacun. Voilà, il n'y a pas de règle en la matière. Je merci de partager ça, il n'y a pas de règle effectivement. Oui. On a le droit de pas aller bien pendant longtemps, enfin je veux dire, il n'y a pas de... Oui. Il n'y a pas d'objectif final de se dire, allez, dans 6 mois ça va mieux, non. Non, on espère. Oui, on espère que c'est... On fait tout pour, en tout cas, un pas après l'autre, un jour après l'autre. C'est ça. C'est ce que j'ai compris avec ma psy. Elle m'a dit, ne vous fixez pas d'objectif en vous disant, à cette date-là, je veux aller mieux. Elle me dit, vous allez voir, un jour vous allez arriver à en parler sans avoir la gorge qui se serre, la boule au ventre. Bien sûr, ça va vous émouvoir parce que c'était quelqu'un que vous aimiez. Puisque c'est votre histoire aussi. Voilà. Mais elle m'a dit, un jour vous allez voir que ce poids quelque part du deuil va s'envoler. Et en plus, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui l'ont vécu comme moi, mais je m'en suis pas rendu compte, et c'est une fois en reparlant, je me suis dit, oh putain, mais j'ai réussi en fait. Ah ouais, mais ça, la mini-victoire, mais on se sent mais tellement bien. Mais c'est surtout que vous avez lâché prise et que du coup, là, c'est du jour au lendemain, entre guillemets, ça y est. Oui, en fait, c'est ça. Vous avez lâché prise et c'est ça qui permet, je pense, aussi de... Oui. C'est peut-être aussi plus facilement un deuil. Aussi facilement, entre guillemets, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais après, c'est sûr qu'il y a toujours des dates, voilà, son anniversaire, le premier Noël, etc. sans elle. Véritablement sans elle, hein, hormis 2023. Mais voilà, c'est vrai que ça fait un petit quelque chose. Et moi qui n'arrivais pas du tout à en rire au début, alors que, voilà, comme je disais tout à l'heure, je suis très optimiste, puis... avec moi, beaucoup de choses passent par l'humour. J'arrivais pas à en rire, je voulais pas. Les chansons qu'on avait mises à ses obsèques, je ne pouvais plus les entendre. Aujourd'hui, je commence à aujourd'hui, depuis quelques mois, je recommence à y arriver petit à petit. Mais au début, je baissais la radio, tellement l'émotion m'envahissait. Donc, et mon corps me parlait bien à ce moment-là. Là, il me faisait bien comprendre que le deuil était quelque chose que j'avais... énormément de malheur. J'avais malheureusement connu le deuil assez jeune, puisque j'ai perdu des proches assez jeunes, mais c'était la première fois que ça m'avait autant marqué, et c'était la première fois que mon corps me parlait autant. Et donc là, je fais crise sur crise, ça s'arrête pas. Dans la semaine, si j'ai une journée de pause de crise, c'est le bout du monde, mais j'avais l'impression d'être en crise en permanence. Et ceux qui sont atteints d'eczéma vont le comprendre, j'avais la sensation d'être en feu. Vraiment, je brûlais de l'intérieur. C'est comme ça que ça se manifeste, du coup, les crises. Ouais, en fait, on en a cette sensation de chaleur, cette sensation d'avoir le pouls. Moi, j'avais l'impression d'avoir le pouls dans mes mains. C'est mais vraiment un truc de dingue. On ne peut plus être touché, on est très fatigué parce que le corps se bat quelque part. Donc, ça fait sortir l'eczéma, hein, puisqu'il se bat. Il se bat contre une agression extérieure ou contre le mental, qui à cette époque-là était pas voilà, très you. Et c'est chaud, ça gratte, ça brûle, ouais, voilà, vraiment le pire c'est que ça épuise et que ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas un moment dans la journée où vous vous dites c'est bon, ça fait tellement du bien. On utilise tout un tas de stratagèmes, tout ce qui peut nous passer par la tête, on me le fait, c'est-à-dire que mettre la main
sous l'eau glacée, on le fait parce qu'on pense que ça va se calmer, on l'enlève, ben ça recommence, on a envie de se gratter. Sous l'eau brûlante, à pas faire, hein. Vous avez déjà chaud, vous mettez l'eau, voilà, à pas faire. Mais on se dit, ah ouais, ça fait trop du bien, et en fait, vous enlevez la main de l'eau, ça vous regratte, ça vous rebrûle, ça vous repique. Donc, qu'est-ce que j'ai pu faire après? J'ai pu, les coins de table, je me grattais contre les coins de table, contre les coins de mur, pour éviter de me gratter avec les mains, parce que bah, je ne me rongeais plus les ongles à cette période-là, donc j'avais mes ongles qui repoussaient, etc. Finalement, on se dit, ouais, c'était pas plus mal quand je me rongeais les ongles quand j'étais plus jeune. Mais bon, c'est mieux des mains avec des ongles. Je trouve qu'elles sont plus esthétiques. Un petit peu plus jolies. Voilà, un peu plus jolies. Et enfin voilà, vraiment je me gratte, mais avec tout ce que je peux trouver, avec les lames de couteau, les lames de ciseaux. Je les ouvre et je gratte comme ça pour... Ah, mais mon Dieu, mais vous pouvez même pas imaginer le bonheur que c'est. Et ceux qui nous écoutent, vraiment, ils vont comprendre, et qui sont atteints d'eczéma à ce niveau-là, ils vont comprendre ce que je veux dire, parce que vraiment, enfin, on fait des trucs, mais par moments on se dit, non mais on devient cinglé en fait. Vraiment, on se dit, mais... Pareil, là je me redis, mais je suis complètement folle à faire des trucs comme ça. D'où je me gratte avec des lames de couteau et des lames de ciseaux. Ça va pas du tout. Donc, bon, mai arrive, je pars en vacances, ça se calme pas vraiment, un petit peu, ça revient, ça... Pff, pas le top. Entre-temps, j'étais retournée voir ma dermato en octobre. Ça, je crois que je l'ai dit, que j'étais retournée. En octobre. Ouais, voilà. Donc elle me represcrit d'autres crèmes, etc. En me disant, mais là, ça va marcher. Ça n'a pas marché. Voilà. Donc, bon, mais bon, je continue avec ces crèmes, notamment une crème qui me faisait énormément mal. Vous l'appliquez. Ça brûle. Vous mettez vos mains sous l'eau, ça brûle. Alors déjà, vous êtes en feu. On vous rajoute une crème qui vous brûle. Vous dites, non mais quel est celui qui a inventé ça? C'est vraiment quelqu'un qui n'avait pas d'eczéma, quoi. Donc là, vous maudissez tous les dermatologues de la Terre, tous les laborantins, voilà, tous ceux qui créent les crèmes, parce que vous dites, mais ils vont jamais arriver à créer quelque chose qui va atténuer mes crises, mais c'est pas possible. Donc vous dormez mal, pour peu que vous soyez un petit peu... Alors, je sais pas si je suis hypersensible, d'après ma psy, il y a légère tendance, mais j'ai jamais vraiment fait les tests, et je me dis, bon, peut-être que c'est ma sensibilité qui me fait ressentir les choses comme ça, mais du coup, je ressentais tout fois 1000, déjà que je ressens beaucoup de choses de manière intense. Là, je pleurais, mais tous les jours. Tellement j'avais mal, tellement j'avais des comportements, quand on voit comment se comportent certains autistes, à se balancer comme ça pour se calmer, j'avais les mêmes comportements parce que j'essayais de me calmer de la même manière. Ouais, la régulation du système nerveux. Exactement. Donc, je me dis, mais en fait, j'ai un problème, peut-être que ça se trouve, j'ai vraiment un problème psychologique. Donc pareil, ma psy me rassure en me disant, mais non, pas du tout, vous allez très bien. Voilà, c'est juste l'étape qui est du deuil qui est compliquée, mais on travaille, ça va aller, puis le travail c'est compliqué aussi, donc voilà, il y a plein de choses qui se mêlaient en même temps. Bon, par chance, dans ma famille, dans mon couple, avec mes amis, ça se passait très bien, heureusement. Mais c'est vrai que c'était un gros point noir. Donc en mai, je pars en vacances, ça s'arrête pas vraiment. Je reviens en fin mai, je travaille le dimanche des élections européennes. C'était le dimanche 9 ou le dimanche 10 juin, je ne me souviens plus exactement. Je me lève, je sais pas comment, je vais travailler, je ne sais pas comment. Mais j'y vais, j'assure, je me dis allez ça va aller, quand tu rentres tu te reposes et puis terminé. Puis une nouvelle semaine attaque et ça va aller. Toujours voilà, allez ça va aller, ça va se calmer. On entre dans l'été, ça va se calmer. Voilà, raccroche-toi à quelque chose de positif. Tu vas aller plus souvent à la mer, tu vas... Et voilà, toujours se raccrocher à quelque chose qui nous fait du bien psychologiquement. Donc ça dure 2 minutes, ou le temps où on se dit ah ça y est je brûle plus parce que je suis en train de penser à quelque chose qui me fait du bien, mais tout de suite ça s'arrête. Donc je vais travailler et le lendemain je me lève, vraiment par la force du Saint-Esprit. Hein. Je sais pas comment je fais pour me lever, pour aller travailler. Par chance j'étais à 10 minutes du travail. Je sais pas comment je fais, je suis très fatiguée, donc je passe ma matinée à pleurer. Parce que je tremble, parce que j'ai du mal à tenir debout, je me tiens pour marcher, pour descendre les escaliers, pour aller à ma voiture, le portail du garage. Enfin, c'est vraiment une matinée qui est très compliquée. Comme je suis très fatiguée, j'ai des nausées comme c'est pas permis, et je suis métophobe. On est content. Donc je me dis, allez, je commence à faire une crise d'angoisse parce que j'ai peur. J'ai peur de rejeter, en plus j'ai peur d'être toute seule, enfin voilà, je me dis, mais non,
Allez, prends sur toi, ça va aller, ça va aller. J'arrive au travail, je me pose à mon bureau, je me mets vraiment la tête sur les mains sur le bureau en me disant non mais en fait ça va pas. En fait là je peux plus, je tiens plus debout, je vais tomber. Je me lève de mon bureau, ça tourne comme c'est pas permis. Je me dis bon, il faut que j'aille voir ma chef, il faut que je lui demande de me mettre en télétravail, exceptionnellement, parce que là je ne peux plus. Donc je vais la voir, elle arrive et vraiment je l'attrape à ce moment-là, je dis excusez-moi, est-ce que je peux voir 2 minutes s'il vous plaît? Elle me dit qu'est-ce qui t'arrive? Et en fait je commence à pleurer, mais en même temps à retenir mes larmes, parce que je me dis ne pleure pas, c'est ta chef, ne pleure pas. Et, je commence, je parle beaucoup avec les mains, vous avez pu le voir, et je commence à lui montrer mes mains, mais vraiment tout doucement, parce que j'étais comme ça, vraiment je tremblais comme pas permis. Et il y avait une de mes collègues à côté qui connaissait ma pathologie, qui voit mes mains, et d'un coup elle fait et là du coup ma chef elle dit quoi? Elle dit mais regardez ses mains. Ah non, alors là c'est très simple, je dis non mais ça va aller, vous inquiétez pas, je voulais juste vous demander si je peux être en télétravail aujourd'hui. Elle me dit ah non mais là c'est pas en télétravail, elle me dit là tu retournes chez toi, et je veux pas te voir de la semaine, tu vas voir le médecin, je veux pas te voir minimum de la semaine. Elle me dit là il faut que tu te fasses soigner, tes mains ne vont pas bien. Donc je dis non mais vous êtes sûr? Oui tu rentres chez toi, tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. J'appelle ma mère, dès que je sors du bureau, j'appelle ma mère, en pleurs. Elle me dit mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis maman ça va pas, il faut que je rentre à la maison, mes mains. J'appelais de plus en plus souvent ma mère pour lui parler de mes mains parce qu'elle était passée par là, bon elle c'était surtout le corps, mais parce qu'elle était passée par là et qu'elle me comprenait. Et je lui dis mais maman j'arrive plus à avancer, je vais tomber maman, je vais tomber, reste avec moi au téléphone, je t'en supplie, reste avec moi au téléphone. Elle me dit bon, va jusqu'à la pharmacie, fais prendre ta tension, parce que je suis habituée à faire des chutes de tension quand ça va pas, quand je suis très fatiguée. Et elle me dit écoute, va jusqu'à la pharmacie et prends ta tension, et s'il faut, on t'hospitalise, c'est pas grave. Mais là, Margot, tu ne vas pas bien, il faut que tu te reposes. Et donc je vais jusqu'à la pharmacie, elle me tient jusqu'à la pharmacie au téléphone. Je dis c'est bon maman, je suis arrivée. Franchement, je ne saurais même pas dire comment j'ai pu prendre la voiture. Ce qui est certainement à pas faire, hein, mais vraiment totalement à pas faire, parce que vous n'êtes pas au fait de ce qui se passe sur la route. Hein. Donc j'arrive à la pharmacie, les pharmaciens me voient, ils sont habitués à me voir avec mes traitements, mes ordonnances d'exception, etc. Donc ils savent. Et elle me voit blanche, tremblante, elle me dit bon, asseyez-vous, je vais prendre votre tension. Je dis oui, s'il vous plaît, et je me mets à pleurer dans le local, en me disant mais j'en peux plus en fait, je supporte plus de brûler, je supporte plus cet incendie permanent dans mon corps, je sais plus, je rêvais en fait de me mettre dans un bain de crème, et vraiment, parce que dès que je mettais la crème, c'était frais, donc ça me faisait du bien. Ça se calmait pas très longtemps, mais ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Et je rêvais qu'une chose, c'était de ça. Donc mon compagnon, pareil, me disait toujours, mais vois si tu peux te faire prescrire des cures, on continue à regarder les essais thérapeutiques et machin. Et je lui dis, non, mais ça va aller, regarde, j'ai les produits, j'ai tout ce qu'il faut, ça va aller. Et en moi-même, je me disais, non, mais en fait, ça va pas. J'ai tout ça, mais ça continue à ne pas aller. Donc le problème vient d'ailleurs. Je veux bien le deuil, je veux bien beaucoup de choses, le travail, mais là, ça va plus. Et bon, la pharmacienne prend ma tension, j'étais à 7 et quelques de tension. Elle me dit, non, mais là j'appelle les pompiers. Je dis, non, s'il vous plaît, je vais rentrer, j'habite à 1 kilomètre, je vais rentrer. Non, mais vous pouvez pas prendre la voiture, vous avez vu votre état. Je dis, non, mais je vais rentrer, il faut que je rentre chez moi. J'ai besoin de rentrer chez moi, de me mettre dans ma bulle, et de plus sortir, de plus avoir de contact avec l'extérieur, Alors, moi, j'adore sortir, j'adore machin. Foutez-moi la paix. donc elle me dit, bon, est-ce que vous voulez du sucre, etc. J'étais incapable d'avaler quoi que ce soit. Donc j'ai dit, non, ça va aller. Je prends sur moi, je rentre. Je rappelle ma mère, je dis, maman, voilà, j'ai je crois que j'avais 7 de tension. Elle me dit, mais il faut va à l'hôpital. Je dis, non, je veux pas, je vais rentrer à la maison, je vais être tranquille. Donc je rentre à la maison, je dors. Là, je crois que une demi-heure, 1 heure après, je dors. Tellement je n'en pouvais plus. Le lendemain, je vois le médecin qui, pareil, m'arrête. Il me dit, bon, allez, je vous arrête à moi. Là, vous n'en pouvez plus. Il me reprend la tension. J'étais toujours à 7 et quelques. Terminé. Là, vous n'en pouvez plus. Je pense qu'il va falloir que vous passiez aux biothérapies. Donc, vous appelez très rapidement votre dermatologue, voir ce qu'elle peut faire. Donc, j'appelle ma dermato. Comme elle me connaît et qu'elle connaisse ma mère très très bien avec la secrétaire, elle me dit, bon, venez jeudi, il n'y a pas de souci, on se débrouille. Donc j'étais pas en forme, mais je vais au rendez-vous dermato à Marseille, voilà. Je prends la voiture. Elle voit mon eczéma, elle me dit ah oui, c'est aussi fort que votre mère. Et là dans ma tête, il y a un
déclic. Je me dis, ouais, là, j'arrive à un niveau, le niveau que ma mère a eu pendant des années jusqu'à ce qu'elle soit mise sous traitement. Et là, je me dis, non, mais moi, ça passera pas par moi, en fait. C'est comme quand j'ai eu le Covid, je l'ai eu 3 fois, j'ai dit, non, mais je suis plus forte que le Covid. Je vais y arriver. Donc, et malgré le Covid, j'en parle parce que chaque personne est différente. Quand moi j'attrape un rhume, je fais pas de crise d'eczéma. Ma mère, si elle est en contact par exemple avec des gens qui ont un rhume, le Covid ou la grippe, peu importe, elle fait des poussées eczéma parce que son corps se défend comme ça. Moi pas du tout. D'accord. Voilà, moi je prends. Je fais pas de crise d'eczéma. La crise d'eczéma arrive bien après, 1 semaine à 10 jours après, en se disant oh ben tiens, on a été attaqué par quelque chose. Ouais, il y a un seuil de... Voilà. Et on n'est vraiment pas pareil. Et en plus, elle voit que je fais un eczéma qui est différent de ma mère, c'est-à-dire je fais de la dyshydrose. La dyshydrose, ce sont des petites cloques. Je vois tout à fait. Voilà. Qui sont très douloureuses, qu'il ne faut absolument pas percer, sauf que quand vous en avez partout sur les doigts, ce qui vous empêche de plier les doigts, moi au bout d'un moment je l'ai percé, hein, et puis ça me détendait en fait. Très honnêtement, ça me... Ah ouais, j'avais l'impression de quelque part de faire sortir la maladie. Comme à l'époque, quand il y avait les saignées par exemple, où les médecins disaient faut faire une saignée, ça va, voilà, là, il va aller mieux. Et ben dans ma tête c'était pareil. Je me disais ah oui, voilà, j'explose la cloque. Ah ouais, je vais sortir un peu d'eczéma. Pas du tout. Mais alors pas du tout. Donc elle me represcrit des crèmes, puis elle me dit bon bah allez voir une dermato à l'hôpital. Voilà. Donc j'ai rendez-vous le mois suivant, parce que j'ai rendez-vous en juillet. Et pendant tout le mois de juin, je dors énormément. Alors déjà je suis une grosse dormeuse, mais de fait d'avoir été mis en arrêt maladie et d'avoir poussé mon corps jusqu'au maximum, c'est là où j'ai vraiment compris que je l'avais poussé au maximum de ce qu'il pouvait supporter. Ouais, c'est ça, me fait penser vraiment à ça quand vous disiez, c'est une forme de burn-out en fait. On parle du burn-out au travail, du burn-out parental, mais là en fait aussi, quand on a une pathologie... Mais c'est exactement ça. On peut être soumis à une forme de burn-out aussi. Ah oui. Alors je pense pas que c'est un nom particulier. Je pense pas, mais... Mais voilà, on arrive vraiment au maximum des capacités au maximum. Et du supportable en fait. Ah oui. C'est... on a des apéritifs prévus avec des amis, on a des soirées, on a des machins. Je dis à mon compagnon, je dis non mais vas-y tout seul en fait. Et bon lui, de temps en temps, il venait à la maison parce que ça lui faisait de la peine de me voir comme ça. Mais moi parfois j'avais envie de lui dire non mais j'ai pas envie que tu viennes. Parce que j'ai envie d'être tranquille, j'ai pas envie de parler. En fait notre corps se bat tellement qu'on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de faire des efforts. Voilà, on parle vraiment à un niveau sonore qui est comme ça et on peut pas parler plus fort que ça. Même si on peut chuchoter, c'est très bien. Parce que vraiment, on n'en peut plus. Donc voilà, pendant le mois de juin, pendant voilà, à peu près un bon mois et demi, je dors énormément. Même si je me réveille pour me gratter, pour me remettre de la crème, etc., je passe mes journées à dormir. Et vraiment, ça me fait du bien. Je sens que voilà, mon corps était en dette de sommeil. Alors j'en parlais avec une collègue de travail, puisqu'elle m'a dit bah, vois pour te faire mettre en ALD, etc., pour mieux être accompagnée dans la maladie, etc., par les médecins, parce que bah, voilà, il y a des crèmes, bah, elles sont pas remboursées, donc vous les payez plus cher, voilà. Donc le médecin voit pour la LD, parce que lui aussi, quand je lui en parle, il me dit oui, j'allais vous la proposer justement, donc mon médecin généraliste, quand je me fais prolonger en juillet, et donc il me dit quand est-ce que vous voyez la dermato de l'hôpital, et je dis bah là je la vois, je crois que c'était le 10 juillet ou quelque chose par là, avant le 14 juillet, donc je vais la voir et elle me dit oui, donc elle m'examine de la tête aux pieds, voilà, je me déshabille, elle m'examine, elle me dit oui, vous avez un eczéma modéré à sévère et sur les mains il est très sévère. Parce que là, malheureusement, c'est que j'avais de l'eczéma aussi qui était un petit peu partout. J'en avais sur le... Alors, c'est pas vraiment le pli du coude, c'est un poil au-dessus. J'avais des grosses plaques, voilà, derrière les genoux, entre les cuisses, sur les côtés extérieurs des mollets, dans le dos légèrement au niveau de la zone du soutien-gorge à peu près. Voilà, un peu plus haut que le soutien-gorge. Les seules zones où j'en avais pas, c'était dans le cuir chevelu, sur les pieds et sur le ventre. Parce que dans le dos, j'en avais un petit peu. Voilà, c'est les zones qui, jusqu'à aujourd'hui, sont un petit peu épargnées. Et elle me dit, bon, moi je vous propose de vous passer sous un traitement
Mais d'abord, il faut que vous passiez tout un tas d'examens pour vérifier si votre corps va bien, déjà, hein, si vos organes vont bien, s'ils sont en capacité aussi d'accepter le traitement qui a un impact sur le foie, voilà. Donc je passe tous ces examens-là, prise de sang, nickel, l'examen que je fais au niveau du foie, nickel aussi, alors ça il a un nom, mais j'ai oublié son nom. Donc tout va très bien. Et je la revois en août, donc entre-temps, juste après avoir vu la dermato, quelques jours après, mon compagnon me dit, bon écoute, là ça suffit, tu n'en peux plus, on s'en va. Tu fais garder la chienne par tes parents, on s'en va quelques jours, et là il faut que tu déconnectes. Parce que tu en peux plus, les médecins, les machins, les examens, donc c'était lui qui m'accompagnait à l'hôpital faire mes examens, aller voir le... Donc il avait vraiment été très investi, et j'ai eu énormément de chance, parce qu'il y a énormément de personnes atteintes d'eczéma ou de psoriasis qui ne sont pas accompagnées par leurs proches. Et quand on est compris par nos proches, ça change énormément de choses. Voilà, donc si vraiment ils sont pas accompagnés par leurs proches, je leur conseille vivement de se faire accompagner par un professionnel. Et même voilà, d'essayer de rencontrer des gens qui ont de l'eczéma pour se dire ça va, je suis pas tout seul ou je suis pas toute seule. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que vous conseilleriez, que ce soit des professionnels qui peuvent accompagner ou des personnes ou des assos ou des choses alors comme l'Association française de l'eczéma, moi je recommande aux personnes atteintes d'eczéma de se rapprocher parce qu'ils organisent des rencontres. Alors c'est sûr, il y a beaucoup de rencontres qui se déroulent en région parisienne, mais ils ont des antennes aussi un petit peu en région et ça permet de se sentir moins seul. Après, malheureusement, je conseille pas les dermatologues parce que pour beaucoup, ils ne connaissent pas la maladie comme nous on la vit. Ils la voient, ils imaginent, mais ils ne comprennent pas cette sensation de brûler de l'intérieur. Vraiment, ils ne peuvent pas imaginer la douleur, ils imaginent pas les nuits sans sommeil. Enfin, moi, le jour où j'ai été mise en arrêt au mois de juin, je faisais entre 3 et 5 heures de sommeil par nuit, donc c'est pas beaucoup, et en plus, mes nuits étaient assurées. Donc c'est vraiment pas du tout un sommeil réparateur, ce qui n'est absolument pas bon pour la peau, parce que plus on a de l'eczéma, plus on a envie de dormir pour que notre peau se régénère, pour qu'on aille mieux. Et tout s'accumuler, enfin plus vous avez de l'eczéma, plus vous avez envie de dormir, mais en même temps vous n'y arrivez pas parce que ça vous gratte, mais pour plus vous gratter, vous avez envie de dormir. Enfin, c'est un cercle vicieux et vous avez vraiment l'impression de plus du tout vous en sortir. Et là je me dis, bon écoute, donc j'allais voir l'hypnothérapeute, elle m'a dit, je pense que ce serait bien aussi de faire un soin magnétique. Et oui, pour couper le feu en fait. Voilà, pour couper le feu, réaligner les chakras, voilà, bien remettre de l'ordre là-dedans. Donc je vais voir une thérapeute qui... Alors, je l'ai pas senti sur le coup, j'ai senti beaucoup de choses qui se passaient à l'intérieur. Alors, je suis très réceptive, donc je pleure, je ris, incontrôlable, mais voilà, je sens vraiment qu'il y a plein de choses qui se passent dans mon corps. Mais après la séance, et pendant plusieurs jours, je vois pas vraiment d'amélioration. C'est vraiment plus au bout de 15 jours, un mois, que je sens qu'il commence à y avoir une amélioration, où je me dis, c'est ça ou est-ce que c'est parce que mon compagnon m'a dit viens on s'en va quelques jours. Je savais pas trop. Donc bon, avec mon compagnon on s'en va quelques jours, ça me fait du bien parce qu'on est tous les jours au soleil, tous les jours à la mer, donc ça me fait quand même du bien. Je dors, là je dors. Je dors, je fais des nuits de 8-10 heures sans me réveiller, donc je me dis ah ouais, youpi quoi. Ça m'était pas arrivé depuis tellement de mois, mais j'étais tellement contente. Et on revient, et ça revient. Même si ça s'était pas vraiment arrêté, mais cette sensation de feu permanent revient. Et je me dis ah non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc je reprends rendez-vous, donc je me refais arrêter jusqu'à mes congés, parce que j'avais posé des congés fin août, mi-août plutôt. Entre temps je faisais tous mes examens, on est reparti entre temps en congé, et je me dis bon, je vais revoir la magnétiseuse. Et je la revois, et elle vraiment, là je sens qu'il y a un truc qui se passe dans la tête, puisque tout le long du soin, j'ai j'ai la sensation, j'ai les yeux fermés, mais que je suis dans une machine à laver. Oh, mais ça tourne de tous les côtés, à tel point que pendant la séance je me dis ça va pas, faut que j'ouvre les yeux, ça va pas, parce que vraiment, mais puis pas que la tête, j'avais vraiment l'impression que je tournais, que la table tournait, que la pièce tournait, qu'on tournait pas en plus dans le même sens, donc j'étais pas bien, je transpirais, je tremblais un peu, parce que c'est pas du tout une sensation qui est agréable, hein, quand même, les vertiges. Donc elle me dit bon, ouvre les yeux, ça va aller, remets-toi, voilà, tu es là, t'inquiète pas, tout va bien, je suis à côté. Si ça va pas, je suis à côté. Donc je dis non, allez, c'est bon, ça va aller, je me calme,
Le fait d'avoir ouvert les yeux, ça m'a dit, bon, ça va, c'est bon, je suis bien là, rien ne bouge. Oui. Euh, mais ça va aller. Je referme les yeux et elle continue le soin. Et en fait, quand je sors du soin, je me dis, wow, là, ça a été ultra violent, mais je sens qu'il s'est passé un truc. Et pareil, je continuais le suivi psychologique, tout ça, et je parle de ce soin à ma psychothérapeute. Elle me dit, mais je pense qu'elle nous a soignés aussi par là, parce que regardez vos mains aujourd'hui, vous êtes moins à vous toucher les mains. Moi, j'étais toujours en train de me gratter les mains pendant la séance. Elle me dit, regardez, parce que je l'ai vu quelques jours après, ma psy, après ce soir-là. Donc elle me dit, regardez, vous grattez moins. Je dis, ah oui. Je dis, oui, c'est vrai. Je dis, oh, bah, peut-être parce que j'ai mis de la crème avant la séance. Mais j'intellectualisais pas forcément la chose. Bon, voilà. Arrive le 15 août, on part en vacances, pareil, bord de mer, ça me fait un bien fou, je dors, mais l'eczéma est quand même bien là, ça part pas vraiment. Et entre-temps, depuis le 2 août, j'ai oublié de le mentionner, c'est une étape hyper importante qui explique mon état aujourd'hui, c'est que je découvre une marque créée par une eczéma warrior, comme elle nous appelle et comme elle s'appelle, qui propose des crèmes, enfin un émollient exactement, un lait, avec des compléments alimentaires, des probiotiques, un masque à l'argile, enfin de l'argile à mettre avec une huile, etc. Donc je prends le package, je prends tout ce qu'elle propose, je me dis allez, tente le tout pour le tout, parce que je voulais pas du tout passer par le traitement comme proposait la dermato de l'hôpital, voilà, pas chimie, donc je me dis allez, on tente le tout pour le tout, le dernier truc naturel que j'essaye, je vais y arriver. Vraiment, je mettais tous mes espoirs dedans, vraiment. Et je commence le traitement. Alors ils disent qu'il faut 1 mois pour commencer à avoir les premiers effets. Déjà, moi, au bout de 15 jours, je commence à sentir les premiers effets. Je me dis peut-être que c'est moi, psychologiquement, comme on sait que le cerveau est capable de choses de dingue, je me dis, mais ça se trouve, c'est moi qui me dis, ouais, je prends ça, donc je vais mieux. Un peu un effet placebo. J'en parle à ma mère et tout ça, elle me dit, mais écoute, si ça te convient, tant mieux. Elle me dit, mais moi, je pense pas que ça soit que ton cerveau. Vu ce que tu prends, vu ce que tu mets sur tes mains, je mettais plus de cortisone, voilà. Du jour où j'ai reçu ma commande le 2 août, je n'ai plus mis de cortisone. Et elle me dit, écoute, bah, peut-être que déjà le corps s'habitue à la cortisone, etc. Donc j'étais contente de m'en être débarrassée. Et je mettais vraiment plus que cette crème-là. Et bon, on part en vacances, machin. Puis je vois que ça part pas vraiment, mais ça va mieux. J'ai beaucoup moins cette sensation de brûlure et tout ça. Puis un jour, je discute avec la personne qui m'a fait le soin magnétique. Et je lui dis, écoute, je te remercie vraiment parce qu'en fait, je ne brûle plus. Tu m'as enlevé le feu. Vraiment. Et même si j'avais encore les mains qui me grattaient, c'est parce qu'elles étaient sèches en fait. Mais elle m'avait enlevé ce feu-là. Elle m'a dit, en fait, tu as une telle colère, parce qu'après, elle m'a expliqué à l'issue du soin, enfin des 2 soins que j'ai pu faire, elle m'a expliqué qu'en fait, j'avais une telle colère qui était certainement due au deuil, parce que je trouvais pas ça juste que ma grand-mère, qui avait toute sa tête, soit partie si rapidement, etc. Pareil au travail, je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient pas justes, donc je m'étais mise en colère, je m'étais bien fortement accrochée avec un collègue de travail, donc il y avait beaucoup de choses en moi qui étaient pas sorties depuis des mois, voire parfois des années, parce qu'on a soulevé des trucs qui étaient pas sortis depuis des années. Elle m'a dit, mais en fait, c'est tout ce que tu as accumulé, au bout d'un moment, ton corps, il parle, quoi. On se rend pas compte du pouvoir du corps humain, mais vraiment, quand on dit que le corps parle, c'est dingue. Vraiment, c'est hallucinant. Et donc, je lui envoie un message en lui disant, mais merci, vivement, parce qu'en fait, je revis. Vraiment. Je ne pensais pas que c'était possible. Je lui ai même dit, écoute, il y a une période, un jour, le seul jour dans ma vie, où ça m'est venu à l'idée, je me suis dit, non mais là, en fait, je vais mettre fin à mes jours, parce que je ne peux plus supporter la douleur. Je pleurais mais 4-5 fois par jour, je dormais plus, enfin, c'était affreux, et je me suis dit, non mais là, en fait, il faut que ça s'arrête. Je veux que ça s'arrête. Et tout de suite, je me suis dit, non, 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 on se reprend, on est beaucoup trop optimiste, il y a trop de gens qui t'aiment autour de toi, tu peux pas leur faire ça. Mais si j'avais été trop égoïste, trop centrée sur la maladie et le fait que ça aille pas, je pense que j'aurais été capable de me faire mal, vraiment. Et c'est la première fois où dans ma vie, j'ai été harcelée à l'école et tout ça, mais c'est vraiment la première fois dans ma vie où j'y ai pensé. Où je me suis dit, mais vraiment, là, maintenant, stop, stop. Je prenais un coussin et je hurlais dans le coussin parce que j'avais mal. Donc c'était dingue. Et j'ai réussi à en parler à ma mère 1 mois après en lui disant, tu sais maman, pour la première fois de ma vie, j'ai pensé à m'ôter la vie parce que tellement j'avais mal. Elle me dit, mais je te comprends.
Elle me dit, tu peux pas imaginer le nombre de fois où j'ai imaginé faire ça. Elle me dit, mais je peux pas. Vous êtes là, il y a papa, donc il y a votre père, donc rien que pour vous, je peux pas le faire. Je peux pas vous faire ça. Donc elle s'est toujours accrochée à la vie, entre guillemets, hein, mais bon, même s'il n'y a pas que ça, mais parce qu'on était là avec mon frère et avec mon père. Mais elle m'a dit, mais je te comprends totalement. Elle me dit, ça me fait mal, parce que le jour où je lui en ai parlé, elle s'est mise à pleurer, parce que vraiment, elle comprenait. Donc bien évidemment, je vois ma mère pleurer, qu'est-ce que je fais? Je pleure. Donc là, d'ailleurs, j'ai un petit peu les yeux embués. mais c'est quelque chose que la personne qui ne connaît pas la maladie ne peut pas comprendre. Le dermatologue ou la dermatologue qui vous suit ne peut pas comprendre votre détresse à ce moment-là. Et quant à la psychologue, je lui en parle, je lui dis mais j'ai eu, pour la première fois de ma vie, j'ai pensé à m'ôter la vie. Elle me dit, ah mais non. Elle me dit, je comprends. Elle me dit, je comprends. Vu tout ce que vous me racontez, vu tout ce que vous me décrivez, je comprends. Mais vous pouvez pas vous faire ça. Je suis là, je vous aide. On est d'accord, vous m'avez choisi pour être votre thérapeute. Donc je vais vous aider, ça va aller. On va trouver des solutions. Donc voilà, toute cette écoute, mon compagnon qui était là aussi, qui... Après ça me faisait du mal, parce que mais combien de fois je lui dis, mais tu sais, si tu veux partir, tu as le droit. Tu as le droit de ne pas accepter la maladie. Je n'ai pas le droit de te l'imposer. Moi, elle m'est imposée de force, mais je n'ai pas le droit de te l'imposer. Tu n'as pas choisi. Et c'est dur, parce qu'il y a des moments où votre compagnon ne peut pas vous prendre la main, ne peut pas vous toucher, ne peut pas vous faire de câlin. Moi qui suis très tactile, moi qui ai besoin du contact, oui, c'était moi qui lui prenais la main. Mais... Ouais, donc il y a une forme de culpabilité en ah plus oui, de la maladie, du coup, mais de se dire... complètement. C'est dans le lit, ne pas pouvoir se mettre contre son compagnon le soir, ne pas pouvoir se faire un câlin tout simple, quoi. Non, ah non, chacun de son côté, tu me brûles, mais tu me brûles, tes poils me piquent. Il m'a dit, mais comment ça, mes poils te piquent? J'ai l'impression que tes poils rentrent dans ma peau, en fait. Tellement la peau est en fusion, quoi, vraiment. Et c'est dur, et je lui serais vraiment éternellement reconnaissante d'avoir accepté et d'avoir pris le temps de comprendre que oui, il y a des moments où je suis pas ouverte à la discussion, je veux pas que tu me touches, je veux que tu sois loin, je veux pas que tu viennes à la maison parce que j'ai besoin d'être seule. Et ça fait mal, vraiment, ça fait mal, parce qu'on se dit, c'est quelqu'un que j'ai choisi, c'est quelqu'un que voilà, qui est là, mais je ne peux pas lui imposer ça. Surtout que lui, il a déjà connu la maladie, donc dans un autre contexte, mais je ne veux pas lui imposer ça encore une fois. Donc il y avait un énorme sentiment de culpabilité en plus, comme vous disiez tout à l'heure. Donc il a fallu que je travaille sur... En plus, que je suis quelqu'un qui culpabilise pour tout. Donc il a fallu que j'en parle à ma psy aussi. Et elle m'a dit, je comprends. Elle m'a dit, mais lui, qu'est-ce qu'il en pense? Je dis, bah il est là. Voilà. Elle m'a dit, mais voilà. Si vraiment ça lui posait problème, il serait parti. Et en effet, j'ai connu des gens qui sont partis parce que, alors pas moi, hein, mais parce que leur compagne ou leur compagnon était malade et qu'ils n'ont pas accepté la maladie. Il faut vraiment pas juger ces personnes, parce que quand on connaît pas la maladie, ça peut être très dur, parce qu'on a peur, parce que... Moi, bien sûr, je lui en aurais voulu, mais d'un autre côté, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je peux pas lui en vouloir, il a déjà connu ça, je peux pas lui imposer ça. Oui, vous auriez compris son choix. Voilà, je comprends totalement, et on en a discuté plein de fois, il me dit non, mais pour moi c'est non négociable, il y a pas de... N'imagine même pas ça dans ta tête. Voilà, alors que... Enfin, moi dans ma tête, limite, j'avais envie de le pousser dehors pour me dire, voilà, au moins on se sépare, mais pour une bonne raison. Non mais... Pour enlever toujours cette voilà. culpabilité mais c'est là, ça. en plus de... C'est exactement ça, et je me dis... tu as de la chance d'être entourée, tes amis te comprennent. J'ai annulé des soirs au dernier moment parce que j'étais en crise. Donc j'avais des amis qui me comprenaient. J'avais une famille qui m'épaulait. Mon père un jour vient me voir, je vais chez mes parents, et me dit, tu sais maman, ça va pas trop. Tous les jours elle me parle de ta peau, elle s'en veut. Je lui dis, mais papa, vous avez pas voulu. C'est pas de sa faute, quoi. C'est la maladie, elle est comme ça, et je peux juste une chose, la remercier de pas m'en avoir donné comme ce qu'elle a connu. Parce que c'est dur. Mais c'est pas grave, ça forge le caractère aussi, ça... On grandit parce qu'on passe par beaucoup d'étapes, par plein de choses, donc oui, ça fait peut-être grandir plus rapidement, ça fait pas du bien aussi, hein. Très honnêtement, Oui. ça voilà, parce qu'on ressent énormément de stress, énormément de honte, énormément d'anxiété, parce qu'il y a le regard des autres. Bon, comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec les mains, donc les gens
me voit parler avec les mains, les gens regardaient mes mains, les gens avaient un espèce de dégoût envers mes mains, parce qu'elles suintaient, parce qu'il y avait des cloques dessus, parce que on sent tout ça, et en fait on a juste envie de crier au monde entier que c'est pas grave, que oh, je suis pas contagieuse, arrête d'avoir ce regard-là sur moi. Alors que, en fait, quelque part, on peut pas leur en vouloir. Moi, comme je dis toujours, oui, je leur en veux parce qu'ils ne connaissent pas la maladie, mais non, je ne leur en veux pas parce que on est humain et quand on voit des choses qui nous répugnent un petit peu, on a toujours ce regard de dégoût. Donc, je peux comprendre ce regard et en même temps, je leur en veux. Je suis, voilà, de manière, c'est moi, je suis toujours tiraillée, donc j'ai l'habitude. Mais voilà, donc, ah ouais, mais quand tu te grattes, t'as des peaux qui tombent, ah ouais. Alors, bon, moi je faisais de la danse, enfin, je continue d'ailleurs à faire de la danse en couple. J'avais des partenaires qui me disaient, mais arrête de mettre de la crème, tes mains glissent. Ouais, mais en fait, si je mets pas de crème, mon gars, tu peux pas me toucher les mains. Donc arrête de dire ça. Il y avait des fois où quand on me faisait des réflexions par rapport à mes mains, je disais, bon, tu ne dis rien, tu prends sur toi, tu serres les dents, ça va aller. Parce que sinon, en fait, j'explosais en lui disant, mais ça te pose un problème, c'est toi qui vis la maladie au quotidien, c'est toi qui as mal, c'est toi qui souffres. Non. Alors, canard. Et en même temps, j'avais un autre côté qui me disait, non, mais tu ne peux pas leur en vouloir. Zen, tout le monde va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ils ne connaissent pas la maladie, donc ça va aller. Donc, Ouais, après, il y a ce côté aussi, et je pense que c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui, et que vous allez du coup aussi être interviewé par la souffrance et oui, l'eczéma. oui, ouais. D'aller parler Exactement. de la maladie pour qu'elle soit connue en oui. fait, par le plus grand nombre. Oui, parce que on parle beaucoup de maladies, on a beaucoup parlé pendant un temps de maladies de Lyme, en ce moment on entend beaucoup parler, voilà, donc, comme on disait tout à l'heure, de sclérose en plaques, voilà, il y a des maladies qui sortent de plus en plus, mais l'eczéma et le psoriasis sont des maladies qui sont pas du tout connues. Et, enfin, qui sont... On voit, on connaît, on en a déjà entendu parler. Mais disons qu'on n'imagine pas voilà. qu'il y a autant de souffrance derrière, je pense. On voit quelque chose qui est cutané, voilà, oui, qui se manifeste par le cutané, mais on va pas imaginer qu'il y a derrière des choses qui se passent vraiment dans le corps, complètement. Des poussées, des brûlures, des choses comme ça. Complètement. Puis on n'imagine pas... Enfin, encore une fois, moi j'ai connu la maladie toute ma vie, je n'imaginais pas la douleur que pouvait éprouver ma mère quand elle nous disait ne me touchez pas. Il y a des moments où elle dormait tellement mal, où le matin avec mon frère, on se prenait littéralement 200 barres alors qu'on n'avait rien fait. Mais parce qu'en fait, quand on connaît la maladie, moi aussi il y a des matins où je me réveillais, j'avais mangé du lion quoi. Voilà, il fallait pas qu'il y en ait un qui se mette en travers de ma route et qui commence à me contredire. donc c'est là où j'ai commencé à comprendre un petit peu, à me faire un petit peu des flashbacks en me disant mais oui, mais tiens, maman elle ressentait ça, mais je ressens la même chose. Et pareil, ce sentiment de culpabilité en me disant ouais, mais je vis la même chose, mais alors que ma mère elle aurait jamais voulu que je vive ça. Mais alors je vais arrêter peut-être de lui en parler, mais en même temps c'était elle qui me comprenait le mieux. Voilà, donc c'était dur. Et donc je découvre tous ces produits naturels, je commence, etc. Et vraiment, au bout d'un moment, je sens une première transformation. Déjà, je brûle plus grâce aux soins. Puis je me gratte de moins en moins. Je vois que mes mains se réparent. La dermato m'avait... Donc je l'avais vue en août et elle me dit on se revoit en décembre. Et à partir de décembre, on lance le traitement. Mais non. En fait, je reprends le boulot en septembre. Mon objectif, c'était la fin de mon contrat. Mon contrat se terminait début janvier. Et je me disais, bon, allez, je tiens les 4 mois. Et après, on verra comment ça va aller. L'eczéma revient, mais on va dire assez... je le gère, vraiment. Voilà, il n'y a pas de... Mon compagnon part à la Réunion. Je me dis, bon, là, à tous les coups, je vais faire une flambée. Il part à la Réunion pendant 3 mois et demi, je me suis dit, allez, je vais faire une flambée, tu vas voir, il va pas être là, tu vas pas avoir ton deuxième soutien psychologique, émotionnel, voilà. Bon, moi, je vais pas avoir mon doudou avec moi, donc, donc ça va être compliqué. Et pas du tout. Je fais pas de crise. On rentre dans l'automne. Je me dis, ah bah là, ça va flamber. Première tempête de Mistral, l'air qui commence à être de plus en plus sec, etc. Rien. Bon, ok. Les jours passent, octobre, novembre, mon anniversaire passe. Je me dis, pétard, c'est bizarre, j'en suis à, donc depuis août, donc ça fait 3-4 mois, mes mains vont bien, et je me sens mieux. Et en même temps, je commence à me rapprocher, voilà, à suivre sur Instagram
l'association française de l'eczéma. Je me dis, voilà, il faut que je me tourne vers des associations comme ça qui vont m'aider à comprendre. Et peut-être qu'ils vont voilà, partager des solutions, parce qu'en fait, on a toujours peur de la prochaine poussée. Donc je me dis, si jamais il y a une autre poussée qui arrive et que j'arrive pas à la gérer avec le traitement, peut-être que dans les articles que je vais trouver sur leur site internet, peut-être qu'ils vont proposer d'autres alternatives naturelles. Donc bon, non, rien arrive. L'hiver arrive, novembre, décembre, ok, bon. J'aime pas Noël, premier Noël, véritable premier Noël sans ma grand-mère. Je me dis, bon, déjà, je le vis bien. On arrive à en rire. Donc je me dis, tiens, victoire. C'est là où je me dis, ouais, vraiment là, j'ai avancé. Vraiment, j'ai avancé dans mon deuil parce que j'arrive à en rire. J'arrive à écouter la musique. Les musiques sont passées à ses obsèques, j'arrive à les écouter. C'est dur parce que je les reconnais du coup aux premières notes. Donc, ah oui, ça c'était la musique qui était à l'enterrement de ma grand-mère. Mais ça va aller, elle va passer, ça va bien, ça va se passer. Mon compagnon revient, enfin, pas de poussée. Vraiment aucune poussée. On arrive janvier 2025, mon contrat s'arrête. Pareil, je me dis, je vais peut-être faire une poussée, parce que le fait de se retrouver au chômage, de pas... Non, rien, je trouve du boulot sur Toulon. Bon, finalement, ça l'a pas fait, mais pas de nouvelle poussée. Et je me dis, j'ai pas guéri, parce qu'on ne guérira jamais de l'eczéma, ça c'est quelque chose qu'il faut bien qu'on comprenne. Mais j'ai annulé le rendez-vous avec la dermato de l'hôpital parce que je voulais pas de son traitement chimique. Donc, victoire pour moi. Ça fait 4 mois, 5 mois que j'arrive à vivre sans une goutte de cortisone sur mon corps, sans crème que j'achète en pharmacie, juste avec le traitement que j'ai, créé par une femme qui a de l'eczéma, qui sait ce que c'est, avec qui j'ai pu discuter, et toutes les personnes qui travaillent dans sa société sont tous atteints d'eczéma. Donc via un message privé, on discute. Ouais, moi aussi j'ai ça, moi aussi j'ai ça. Ils font des réels sur Instagram, on se dit ah, mais moi aussi je me grattais comme ça, mais moi aussi j'ai eu ça. Et ils font des témoignages, etc. Donc il y a plein d'eczéma warriors, comme ils appelaient tout à l'heure ce que je disais, qui témoignent, etc. de ce qu'ils ont vécu. Et en fait, même si j'ai été entourée par ma mère qui avait de l'eczéma, même si j'étais extrêmement bien entourée, je me dis ouais, il y en a d'autres qui ont d'autres formes d'eczéma, mais qui ont vécu la même chose. Et qui savent. Et en fait, on se dit qu'on n'est pas assez écouté. Et c'est là où je me dis, non mais en fait, moi je veux vraiment qu'on m'écoute dans le sens où qu'on connaisse, faire connaître la maladie. Et je tombe sur une publication de l'Association française de l'eczéma qui fait un appel à témoignage. Voilà, on cherche des gens atteints d'eczéma chronique des mains. Pas de l'eczéma tout court, pas de dermatite atopique tout court. C'est juste le bon moment, quoi. Ah, mais complètement. Comme quoi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est écrit. Donc je me dis, banco, j'y vais. Je leur envoie un message. Je suis carrément partante. Parce qu'il faut que la maladie soit connue. Parce que moi, je parle de l'eczéma des mains. Ok. Mais ça peut se décliner sous d'autres formes. Hein. Il y en a qui en ont sur les pieds, voilà, partout ailleurs sur le corps. Et donc ils me reviennent vers moi très rapidement après. J'ai un premier entretien en visio. Donc j'explique rapidement ce que j'ai. Pour voir si déjà je rentre dans les critères. Et où j'en suis aujourd'hui par rapport à cet eczéma chronique des mains, quelles sont les solutions que j'ai trouvées. Et quand je dis à la personne avec qui je fais la visio que ça fait depuis le 2 août, on est en janvier ou en février 2025, que ça fait depuis le 2 août 2024 que je n'ai pas mis de cortisone, elle me dit c'est pas vrai. Elle me dit mais comment vous faites? Vous avez pas mal? Je dis non, en fait j'ai trouvé un traitement naturel qui fonctionne. Je me fais accompagner psychologiquement. Et j'ai compris en fait que l'eczéma n'est pas uniquement dû au stress, dû au psycho. C'est que moi, dès qu'il y a du vent, j'ai une crise. Dès qu'il y a des pics de pollution, j'ai une crise. Voilà, j'ai identifié qu'il y a plusieurs facteurs. Dès que, par exemple, alors je suis obligée de faire le ménage très régulièrement chez moi, mais dès qu'il y a trop de poils de chien dans la maison, par exemple, il faut que je fasse le ménage, parce que sinon je vais avoir une crise. J'ai adapté tout mon quotidien. Il y a une époque où je dormais la nuit avec des... que je mettais pas pour la journée, je mettais la crème, et après je mettais... c'est à l'époque où je mettais encore la cortisone, je mettais des gants en coton, pour pas subir les agressions extérieures. Donc vous êtes en plein été, et vous avez des gants en coton. Voilà. Et les gens vous regardent l'air de dire « Qu'est-ce qu'elle fait celle-là ?» Donc voilà, vous avez toujours le regard de l'autre. C'est le problème dans cette maladie, c'est que tout est... On se sent jugé en permanence. Et encore une fois, voilà, j'en veux pas aux gens, parce que malheureusement c'est humain de juger un peu, d'avoir un peu ces regards intrusifs par moments, mais parce que c'est méconnu.
Voilà, c'est comme quand on voit des enfants de la Lune, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font dans leur truc Ah, ok, ce sont des enfants de la Lune. C'est normal qu'on se dise, mais qu'est-ce que c'est? Les enfants, pas du tout. C'est là où c'est vraiment... On voit l'innocence des enfants et notre cerveau d'adulte voilà, qui est formaté. Voilà, vraiment soit par notre éducation, soit par ce qu'on vit au quotidien, voilà. Et les enfants, pas du tout. Les enfants, ils voient que vous avez de l'eczéma. Oh, mais t'as quoi, là? Bah, de l'eczéma. Ça fait quoi? Bon, ça gratte. C'est contagieux? Non. Ah, bah alors tu peux jouer avec moi? Ah, mais ouais. Mais pourquoi on n'est pas encore comme ça, par moment, quand on est adulte, où on a encore cette innocence des enfants? Et voilà, ils ont pas peur, vraiment. Mais c'est juste de la curiosité. Mais complètement. Enfin, les enfants ne jugent pas. Non, de manière générale. c'est ça. C'est ça, il n'y a pas d'a priori. Je peux toucher? Oui, tu peux. Ah ouais, c'est trop bizarre. On dirait que t'as une peau de crocodile. Ah, c'est génial. Et ouais, en fait, je suis un crocodile, quoi. C'est ça. Donc c'est vraiment dans les yeux des enfants, on se dit, ouais, on n'a pas du tout le même regard. Et c'est rigolo. Et donc, du coup, j'en parle justement avec la personne avec qui je fais la visio de l'Association française de l'eczéma, et elle me dit, ah oui, quand même. Donc je lui explique pareil, comment j'ai adapté mon quotidien. Je ne peux plus cuisiner ou faire le ménage sans mettre de gants. Faire la vaisselle sans mettre de gants. Alors en plus je suis allergique au latex, donc il me faut des gants en vinyle. J'ai adapté mon alimentation, je mange beaucoup moins de produits laitiers, même si j'en mangeais pas des masses, mais je mange beaucoup moins de produits laitiers. Je ne pourrais pas me passer du parmesan, parce que ça c'est... Voilà, mes origines italiennes. Mais bon, j'en mange très souvent. Mais je fais attention au sucre, parce qu'on sait que le sucre, voilà, c'est inflammatoire. Voilà, c'est inflammatoire. Je mange plus de légumes. Voilà. En fait, ce qu'il faut vraiment, c'est penser un petit peu l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, une assiette colorée. Tout de suite, enfin, moi, ce qui m'a marqué dans l'alimentation anti-inflammatoire, de ce que j'ai pu lire, voilà, c'est plus ton assiette est colorée, moins elle est anti-inflammatoire. Dans le sens où les légumes sont colorés. Les pâtes, la viande, c'est pas très coloré, c'est pas... coloré. Voilà. Donc, il faut privilégier une cuisine à l'huile plutôt qu'au beurre. On est méditerranéenne quand même, donc on cuisine majoritairement à l'huile, mais il y a certains moments où je mettais plus de beurre que d'huile. Enfin, je mettais du beurre à la place de l'huile, mais voilà. Donc, il y a des petits changements qui ont été faits. Et quand j'en parle à cette personne, elle me dit, mais votre témoignage, il est exceptionnel, en fait. Parce qu'on voit vraiment toute l'évolution de la maladie. Votre passé aussi avec la maladie, puisque vous l'avez connue, par quelqu'un qui est très proche de vous. J'ai dit oui, moi, ma mère, on se relayait tous les matins pour lui crémer le dos, quoi. Voilà, donc, moi, je suis seule à la maison, parce que je vis pas avec mon compagnon, mais je vais adopter des techniques pour me crémer, voilà. On devient très souple. Alors déjà qu'on est souple, là, on renforce. Mais, voilà, puis, ce que je voulais vraiment pas, c'était abandonner des choses qui me tenaient à cœur, c'est-à-dire le sport, la danse. Je me suis dit, même si je suis malade, je me prive de soirée, ok, mais je ne veux pas tout abandonner. Déjà que je me prive sur beaucoup de choses, parce que pour moi, me priver de mes amis, me priver de moments en famille, de moments de rire, de moments de joie, pour moi c'est impensable. Enfin, faut vraiment que j'ai 42 fièvre. Bon bah là en fait, il y a quand je fais des crises aussi, que je comprends que je peux pas assumer la vie sociale en fait. Et donc donc je lui dis voilà, j'ai un nouveau traitement, et en fait je ne fais plus de crise. J'ai oublié ce que c'était, parce que je revis vraiment. Elle me dit mais votre témoignage est génial, on revient vers vous, machin. Donc ils sont revenus vers moi, la date est fixée, donc ce sera le 28 mai. Et je suis contente de pouvoir en parler, parce que comme on a pu dire durant cette émission, et puis comme j'ai pu en discuter avec les personnes après, parce que je fais d'autres visios avec l'Association française de l'eczéma, je dis c'est une maladie qu'on voit, mais encore une fois on n'imagine pas tout ce qui se passe. On n'imagine pas qu'on peut se couper du monde, on n'imagine pas la douleur psychologique, on n'imagine pas, encore une fois, que ce n'est pas que dû au stress. Voilà, parce que tous les médecins vous disent mais c'est dû au stress. Faites de la méditation, faites du yoga, faites du feng shui, du machin, du bidule. Non mais, à un moment donné, on a beau tout faire, c'est pas juste parce que je suis tendue. Voilà. Il y a d'autres choses. Et c'est... par moments, j'ai envie de dire, c'est handicapant, c'est invalidant. Parce que, surtout sur les mains, parce que vous pouvez pas faire certaines choses. Et en même temps, c'est
c'est pas... comment je peux dire, c'est pas aussi handicapant qu'une autre pathologie, que malheureusement une personne qui atteint d'un cancer, que voilà. C'est pas le même... Oui, voilà. comme on dit, il y a toujours pire, mais voilà, c'est pas pour autant qu'il faut dévalider la souffrance. Exactement. Voilà. C'est ça. C'est ça aussi, je l'ai compris avec ma psy, c'est que je me sentais pas légitime d'avoir mal, parce que je me disais, non mais il y en a d'autres qui ont beaucoup plus mal que moi. Donc, enfin, ça va, il faut que je relativise, quoi. Elle me dit, non mais vous avez le droit d'avoir mal. Vous avez le droit de le dire. Et vous avez le droit de dire, maintenant j'en peux plus, ça suffit, il faut que je trouve une solution. Donc, quand j'ai trouvé ces traitements, mais voilà, aujourd'hui on voit mes mains, elles sont belles. Je confirme. Elles sont traitées. Aucune trace, si on ne le sait pas, aucune trace de quelconque eczéma. Il y a eu un petit retard dans la production, donc j'ai reçu, pour tout vous expliquer, hein, parce que la semaine dernière j'ai fait une crise d'eczéma. Parce qu'il y a eu un retard dans la production, et que moi je me suis prise un petit peu tard pour commander, mais c'est une entreprise française, je rappelle. Vous me donnerez toutes les rêves, je mettrai toutes les rêves dans l'épisode, comme ça il y a tout. Voilà, ceux qui sont atteints, ouais. Et j'ai commandé un peu tard, ils ont un retard dans la production, et il y a eu 2 semaines d'attente entre le moment où j'ai commandé, ouais c'est ça, et le moment où j'ai reçu. Donc la première semaine j'avais ce qu'il me fallait, mais la deuxième semaine j'avais plus. J'avais plus de probiotiques, j'avais plus de compléments alimentaires, à la crème je faisais à l'économie parce que je mettais vraiment quand c'était ultra sec, sinon j'avais racheté des crèmes en pharmacie, parce que je me suis dit non mais il m'en faut cela, j'ai quasiment plus rien, je ne peux plus vivre sans cette crème, vraiment. Et la semaine dernière je recommence à faire une crise. Et je me dis pétard, d'où ça vient? On a eu du Mistral la semaine dernière, donc je me dis bon c'était dû au vent. Je me dis non mais depuis que je prends le traitement, même s'il y a du Mistral, ça va quoi. Et je cherche, et je cherche, et je cherche. Et vendredi, d'un coup je réalise, je me dis mais oui, j'ai pas le traitement, j'ai plus la crème, je fais à l'économie, j'ai plus mes compléments ni mes probiotiques, parce qu'il faut quand même rappeler que l'eczéma c'est une inflammation du foie, c'est un problème au niveau des intestins, enfin voilà, donc les probiotiques, ils soignent aussi quand même, ils permettent d'apporter tout ce qui malheureusement n'est pas... De restaurer un équilibre. Voilà, de restaurer un équilibre dans ces organes, dans notre deuxième cerveau. Et je réalise, et je dis à mon compagnon, je dis mais attends, mais j'ai compris en fait pourquoi ça me gratte. Je dis parce que ça fait 1 semaine que j'ai plus mes médicaments. Et là d'un coup je réalise, et je me dis non mais ça y est, non mais il faut que je le reçoive rapidement parce que là c'est plus possible en fait, parce que... Et à l'idée de revivre, parce que ça recommençait à me gratter, à être rouge, à être très sec, donc j'avais plus j'ai plus la dyshydrose, hein, mais ça recommençait un petit peu à me brûler, à me piquer. Ah non, à l'idée de revivre ce par quoi j'étais passée, ah mais je me suis effondrée en larmes, j'ai dit non, mais c'est pas possible, je veux pas, et vraiment, c'est une alerte, mais ah non, warning les sirènes rouges, tout ce que vous voulez dans ma tête qui me disent ah non mais là il faut que je le reçoive, et je vais voir mes mails et d'un coup je vois votre commande sera livrée demain. Je vous dis c'est bon, ça va le faire, tout va bien se passer, allez respire, craque un bon coup, ça fait du bien, voilà, tu pleures parce que tu as pas envie de revivre ce par quoi t'es passé, t'as le droit, n'aie pas honte, ne culpabilise pas, mais t'inquiète pas, demain tu reçois tout. J'ai recommencé samedi, dès dimanche j'allais mieux. Ah, j'ai dit comme quoi. Ah ouais. Mais j'en reviens pas. Et là, donc j'ai encore un petit reste là sur la main, mais comme quoi je me dis mais vraiment ce traitement, mais plus jamais on me parle de cortisone ou de crème en pharmacie ou de préparation en pharmacie. Non, c'est pas quelque chose qu'il nous faut, parce qu'en fait ce qu'on ne sait pas, parce que généralement on fait confiance aux médecins, parce qu'on nous a toujours dit c'est eux qui ont fait les plus grandes études, c'est eux qui connaissent, en fait dans ces crèmes là il y a de l'alcool. Aller mettre de l'alcool, comme je disais tout à l'heure avec le gel hydroalcoolique. Merci, gel hydroalcoolique, ça enflamme en fait. Donc même si vous avez des choses qui sont bien dans la crème, vous avez de l'alcool. Et il faut surtout pas mettre d'alcool dessus. Donc, et dans cette crème là, il n'y a pas d'alcool. Il y a vraiment des produits quasiment 100% naturels. Quand les premières fois où je recommençais légèrement à faire des crises, parce que l'hiver, voilà, comme je disais, moi j'ai la peau un peu plus sèche, tout de suite, je faisais un cataplasme d'argile, ça me prenait tout le chaud que je commençais à ressentir. J'enlevais le cataplasme d'argile, je revivais, je me crémais. Ah ouais, ça y est, ça a calmé la crise. En 10 minutes, c'était passé. Mais un truc, mais
Mais incroyable. C'est génial. Ah oui. Et donc j'en ai plusieurs fois, j'ai bassiné ma mère avec. Et je bassine ma mère. Et j'y regarde mes mains. Mes mains étaient blanches, pour vous dire, tellement la cortisone m'avait abîmé les mains, ça m'avait dépigmenté. Et je me suis dit, mais non, je veux surtout pas être dépigmentée, c'est hors de question. Moi j'adore être bronzée, non, pareil sur les bras, je veux pas. L'été dernier, j'avais des taches sur les mains, mais pareil au niveau des bras. Je me suis dit, mais non, mais toute ma vie je vais être dépigmentée, mais ça y est. Et encore une fois, c'est quelque chose qui va se voir. Et c'est encore une fois quelque chose que je vais devoir expliquer aux gens qui vont me regarder, etc. Quelque part, c'est encore une fois se justifier de pourquoi je suis comme ça. Et là, première journée ensoleillée un peu tardive cette année, comme l'année dernière, mais c'est pas grave, elles sont là. Vaut mieux tard que jamais, comme on dit, je me mets au soleil et je bronze. Et je regarde, je dis putain, pas mal, le bronzage, uniforme et tout. Et ma mère, elle me dit, parce que la première fois que je bronze, non, je dis une bêtise, la première fois que je bronze, c'est chez mon compagnon. Je crois le week-end après, je vais chez mes parents, ou 2 semaines après, je vais chez mes parents. Ma mère elle me dit, ah ouais, t'as bien bronzé et tout. Et elle voit mes bras. Elle me dit, mais tu te souviens des marques que tu avais l'été dernier, les taches blanches que tu avais au niveau des coudes? Je dis, ouais. Ah oui, t'as raison. Je suis bronzée, mais de manière uniforme. Même sur les mains, j'ai plus la démarcation, j'ai plus... Ah oui, bon, j'ai les marques d'anciennes crises, oui, voilà, où j'ai des petits... Quand je m'étais trop grattée, bon ben voilà, mais c'est microscopique presque. Je me dis, ah ouais, j'ai plus de marque. Ah ouais, ça enlève un poids aussi. De me dire, ah ouais, j'aurais pas besoin de me justifier ou de cacher. Parce que quand on est malade aussi, on a envie de cacher où est-ce qu'on a l'eczéma. Parce que déjà, l'air qui vient dessus agresse et qu'on a un petit peu honte aussi de cette peau-là. Parce que c'est pas normal, parce que c'est pas joli, parce que, comme je disais tout à l'heure, parfois ça suinte, parce que... Donc on a un peu honte et on se cache un peu. Ah, je me dis, non, ça y est, je peux revivre. Et mais quel bonheur! Et donc j'en parle à ma mère de ce traitement, je lui dis mais c'est beaucoup mieux que ce que tu prends, toi tu prends la chimie, machin, c'est pas bien, ça abîme ton foie et tout, alors qu'il faut surtout pas l'abîmer quand on a cette maladie et tout. Et week-end de Pâques, donc week-end de la semaine dernière, elle me dit écoute, regarde ma peau. Et je dis ouais, elle est pas jojo quand même. Elle me dit ouais, et à la moindre crise, elle me dit j'ai tellement peur de repasser ce par quoi je suis passée. Mais je mets tout de suite la cortisone parce que je veux pas. Je dis mais je te comprends totalement. Elle me dit mais la prochaine commande que tu fais, je veux que tu m'en commandes parce que je veux essayer aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça marche sur plein de personnes et pas sur moi. Parce que sur le compte Instagram de la marque qui a créé tous ces produits, il y a des photos d'avant-après. Et à chaque fois je les envoie à ma mère pour lui dire regarde. Parce que ce sont des gens qui ont été comme nous. Qui en ont eu, voilà, ils disent vraiment que voilà, ça a brûlé, ça a suinté, on desquame très rapidement, etc. Et je regarde où ils en sont, ne serait-ce qu'après 2 semaines de traitement. Ah ouais, non mais, ah ouais, faut que j'essaye. Oui, faut que j'essaye. Je dis, tu vois, voilà. Et je me dis, allez, là je vais faire une commande bientôt, et je me dis, peut-être que je vais arriver à convaincre ma mère. Peut-être que pour elle aussi ça va marcher. Et je le souhaite vraiment au plus profond de moi-même, parce que ça reste notre maman. Voilà, personne ne remplace une maman, parce que quand on aime quelqu'un et quand on le voit souffrir, moi, j'ai l'impression que c'est moi aussi qui souffre, donc voilà. Mais je me dis, ouais, ça va marcher pour elle aussi. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il y a des gens qui disent, ouais, pour moi ça va pas marcher. Oui, mais ça dépend ce que tu as mis en parallèle aussi. Si à côté tu continues à vivre ta vie, alors c'est sûr, ça demande des ajustements. Voilà, comme je dis, je peux pas cuisiner sans gants, je peux pas faire la vaisselle sans gants. Oui, ça demande des ajustements. Mais c'est quoi comparé à la liberté, finalement? Je préfère, par moment, me dire, bon, oui, allez, il faut que j'aille racheter des gants. Alors, en plus, j'en trouve pas au supermarché à côté de chez moi. Il faut que j'aille à péter au schnock les bains. Mais c'est pas grave, je l'ai fait, ces kilomètres. C'est vraiment pas un problème, juste pour une boîte de gants. Mais c'est pas grave, parce qu'à côté, je suis libre. Je peux à nouveau être bras nus, je peux à nouveau être jambes nues, sans avoir honte, sans avoir peur de la réflexion, du regard de quelqu'un. Je me dis, mais ça n'a pas de prix. Quand on sait ce par quoi on est passé, je me dis, la liberté n'a pas de prix. À ce niveau-là, n'a pas de prix. Et vraiment, mais il faut que cette marque, elle soit remboursée par la sécurité sociale, parce que ça soigne beaucoup de monde. Vraiment, c'est dingue. Je suis, mais aujourd'hui, je revis, voilà, même ma psy, elle m'a dit, quand j'ai commencé tout le traitement, elle m'a dit, mais ça se voit, même votre visage est plus lumineux, même... Voilà, votre état d'esprit est plus apaisé, plus...
Oh, mais je n'ai pas de mots hormis de dire que je suis mais tellement heureuse de revivre comme avant, entre guillemets. Parce qu'il y a toujours des ajustements, mais il faut toujours faire un petit peu attention. Mais pour moi, je suis libre. Même s'il y a des ajustements, je suis libre. Beaucoup plus libre qu'avant, où même je mettais un peu de cortisone, quoi. Mais non, c'est rien à côté. donc voilà, je suis apaisée. Vraiment. Et c'est la plus belle victoire. Merci beaucoup. Je suis tellement contente, merci à vous, d'avoir pu partager cette expérience-là avec vous, parce que je me dis que ça peut aider des gens. Ben, c'est un beau message d'espoir, surtout parce que... Ouais. Voilà. Oui. J'ai pas d'autres mots, en fait, Oui, ça oui, m'a un c'est peu ça. scié sur place. Mais c'était trop beau, quoi, de voir le parcours. Ah oui. Je sais, je vais pas en guérir. Je le sais. J'en aurai toute ma vie. L'acceptation, je pense, voilà. fait partie du... Il y a une espèce de petite fatalité qui s'installe, parce que oui, on en aura toute notre vie. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, j'arrive à vivre avec. Je vis beaucoup mieux. J'ai un traitement qui me convient à 200%. Mais que demander de plus? J'ai un homme à mes côtés que j'aime, et je suis très fière d'être avec lui, et je suis tellement reconnaissante qu'il soit resté, parce que finalement, son soutien psychologique a été aussi très important. J'ai une famille à mes côtés que j'aime, mais malheureusement, même s'ils ont connu la maladie aussi, mais merci mille fois de m'avoir accompagnée, parce que je suis fière. Je suis fière de dire, quand mon frère il m'a vu une fois, il m'a dit oh là, tes mains elles sont rouges et tout. Puis quand il me voit 2 mois après, il me fait waouh, mais tes mains elles sont trop belles. Là, il m'a vu à Pâques, il m'a fait oh, mais tes mains, mais elles sont canon. Ouais, t'as vu? Même mes amis, ah mais on est trop content que tu sois là, que tu puisses, voilà, que je n'aille plus à la dernière minute. Alors il le comprenait, hein, mais il me disait on est content de t'avoir avec nous, quoi. On est vraiment content. Et oh là là, mais j'ai pas de mots, dans ma tête j'ai un petit singe qui saute partout tellement il est content, quoi. Oui, c'est ça. Ben, je vous souhaite que ça continue, en fait. Oui. Toute votre vie, parce que tout le monde mérite aussi Oui. d'être heureux dans sa vie. Donc, mais complètement. Et qu'il faut vraiment pas hésiter à se tourner vers des professionnels de santé, même si bon, j'ai un peu décrié les dermatos, mais voilà, pour surtout d'un point de vue psychologique, pour se faire accompagner, parce que vraiment ça change tout. On comprend beaucoup de choses, et c'est là aussi que j'ai compris qu'il n'y avait pas que la psychologie, le stress, voilà, qui entretenait l'eczéma, qu'il y avait d'autres choses. Et quand on se comprend, là aussi ça change beaucoup de choses dans la vie. Donc voilà, donc merci beaucoup merci beaucoup, Margot, ce temps accordé. Pour ce partage incroyable. Ouais, merci. J'espère que cet épisode vous aura plu, et surtout qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura donné l'espoir si vous êtes comme Margot avec l'eczéma, ou des personnes que vous connaissez. Et puis, je vous dis à bientôt, peut-être, pour un nouvel épisode.